viendra un dieu, le roi, portant un puissant marteau. Il brisera le chaos. Ô Azir, ô Giran no Shaish. Ô Azir, ô Giran no Shaish. Au royaume mortel, ses ennemis subiront la colère de la tempête. Ô Azir, ô Giran no Shaish. Elle viendra des bois, la reine éternelle, semant les forêts derrière elle. La saison de la guerre vient avec elle. Ô Azir, ô Giran no Shaish. Ô Azir, ô Giran no Shaish. Au royaume mortel, ses ennemis nourriront la vie. Ô Azir, ô Giran no Shaish. Il viendra un grand nécromancien, avec ses légions sépulcrales, soumis à sa volonté. Ô Azir, ô Giran no Shaish. Ô Azir, ô Giran no Shaish. Au royaume mortel, ses ennemis le serviront à jamais. Ô Azir, ô Giran no Shaish. Désolé, il y a eu une petit souci là, je sais pas pourquoi tout part en sball. Attendez, ça c'est les questions, c'est pas ça qu'on veut. Il y a une déconnexion et le truc c'est que d'habitude ça se reconnecte automatiquement, sauf que là non, je sais pas trop pourquoi. Et le truc c'est que j'ai continué à parler pendant 5-10 minutes. Mais pourquoi est-ce que j'ai le bouton commencer le stream là? C'est bizarre hein, ça. J'ai mis du temps avant de me rendre compte que c'est bon. Portage du live. Mais bon, c'est revenu, tout va bien. Donc Indrasta, vous m'avez perdu à peu près où? Pour rappel, qu'on reconnecte les points. Donc Indrasta. Ce que je disais pour résumer, c'est que c'était une chasseresse, la grande chasseresse de Sigmar. J'ai parlé un peu de sa résistance un peu à Gur, sa potentielle relation avec Lokh'Avai. Donc ouais, au niveau de son livre, ce que je disais aussi, c'est que son livre était intéressant, mais c'était à moitié son livre. En fait, le livre, il m'avait vendu, ça va être un livre sur Indrasta, mais il y a un autre personnage qui m'intéressait un peu moins honnêtement. Et d'ailleurs ce personnage, quasiment sûr à 100% qu'on le verra jamais. Et pourtant c'était Indrasta et a un peu partagé son livre avec un personnage un peu random. Ce que j'ai trouvé dommage. Même si voilà. Je trouve ça un peu dommage. Donc pour l'instant je vais la mettre là. C'est pas mal. Ça arrive, oui ça arrive, c'est pas grave, hein, ça arrive. Ça m'avait pas fait depuis longtemps, mais bon, pas grave. Indrasta Moratil Stormcast. Oh. Indrasta, le problème d'Indrasta est de son absence dans l'air de la bête. C'est vrai que voilà, elle a pas été très active, alors que pour moi ça devrait être un des personnages qu'on devrait il devrait être beaucoup. Elle fait partie du cercle fermé de Sigmar, donc à partir de là, elle est un peu, en principe, elle est au niveau du Célestin Primus et d'Ionus. En termes de puissance, elle est pas loin quand même. Elle a tué des dieux animaux, c'est quand même pas rien. Donc en termes de puissance, c'est presque une divinité mineure. D'ailleurs, il la voit. Son surnom, c'est un peu, il me semble, c'est j'ai oublié en anglais, je sais plus trop, c'est la bouchère. C'est un peu la bouchère de Sigmar, elle a un peu cette réputation de grosse bourrine. Donc de par sa position au sein des Éternels, je trouve qu'on devrait savoir beaucoup plus de choses sur elle, quoi. Je veux dire, Iridan,
je la mets au-dessus, alors que elle fait même pas partie du cercle fermé de Sigmar, techniquement. C'est une seigneur... c'est une seigneur de la chambre de la perdition, quoi. Donc, ouais, je pense que je vais mettre là. Ensuite, nous avons Gardus, âme d'acier, seigneur célestin des chevaliers sanctifiés. Donc, Gardus, quand même, un des rares éternels, et même d'ailleurs un des rares êtres qui a participé à une invasion dans les royaumes du chaos tout de même. Ça c'est un truc que j'aimerais voir plus souvent. Parce qu'en fait, quand même, le potentiel de pouvoir plus développer les royaumes du chaos, de pouvoir plus avoir d'interactions dans les royaumes du chaos, je trouve ça intéressant. Et donc, ouais, il est carrément entré dans le royaume de Norgul. 2 fois, d'ailleurs, je crois que c'est arrivé 2 fois. Une fois pendant la guerre des portes et une autre fois aussi pendant la guerre des portes pour aller chercher un éternel qui avait été capturé. Il y a un petit sauver le soldat Ryan. Dans les événements récents, on l'a vu au fort Gardus durant les croisades et au fort. Il a les éophores de la croisade d'Amerol Gira ont tenté de se réfugier au fort Gardus. Justement, il y a un fort non loin d'Amerol Gira au nord qui est dédié à Gardus, qui est vu un peu comme un saint parmi le peuple du Giran, parce que c'était un des premiers éternels, des primo forgés comme ils les appellent, c'est la première génération d'éternels, et il a contribué à libérer une grande partie de Giran quand même. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que maintenant, à partir des croisades au fort, c'est quand même 1 ou 2 siècles après les événements de Gardus, il est vu un peu comme une légende, un saint qui a contribué à purifier un peu la corruption de Norgul. Et d'ailleurs, c'est aussi un favori d'Alariel. Il a reçu plus ou moins la bénédiction d'Alariel, donc il a du vécu, quoi. Et quand la croisade des Hauts-Forts est arrivée à son monastère, un peu, c'est une petite forteresse. Enfin, quand même, c'est une forteresse, on va le dire comme ça. Elle s'est fait attaquer du coup par Brod et des méga gargants. Et Gardus a eu un face-à-face contre Brod. Il a réussi à neutraliser le roi Brod. Il a pas tué, il a assommé. Et ensuite, quand le roi Brod s'est effondré, il s'est effondré sur lui. Et Gardus s'est fait tuer et fait renvoyer à Azir. C'est littéralement le truc dans le chapeauté 2 là, où il se fait écraser. Enfin, non, c'est la cloche qui se fait écraser. Mais bon, ça fait marrer. Donc, ouais. Et d'ailleurs, apparemment, Gardus, comme c'est un des éternels les plus anciens, potentiellement, il s'approcherait d'entrer dans une chambre de la perdition, potentiellement. Apparemment, il devient de plus en plus imprudent. Limite suicidaire. Je veux dire, quand il a affronté Brod, c'était plus ou moins ça. Donc peut-être qu'il approche de sa phase de guerrier de la chambre de la perdition, quoi. Peut-être. On part du fait qu'on soit obligé d'acheter... Ah oui, ça j'avais déjà dit. C'est pas la lance tempête aussi. Lance tempête. La lance de... Oui, c'est la lance céleste, je crois que son titre. Et encore mort. Ce bon vieux Alphacast. Hein? Ah oui, c'est vrai qu'il y a une ressemblance. Il y a... Enfin... Il me semble que c'était plus Rogaldorn aussi. J'avais vu. Mais c'est vrai qu'il y a un air. Même dans l'expression faciale, des fois, quand il... Il y a un petit air. J'espère que s'il l'apprend, il ne m'en tiendra pas rigueur, mais il y a un petit air.
Le Boy Scout d'Awes, fusion entre Superman et Doomslayer, le badass. C'est vrai qu'il y a un petit côté Doomslayer où il va directement dans le chaos. Quand tu fais partie de la tononymie de Giran, et on peut dire que t'as réussi ta vie. Oui, il fait partie un peu du gratin. Moral du chapeauté. C'est ça. Qu'était-il avant de devenir un éternel? Alors à la base c'était un médecin, c'était un guérisseur. Durant le début de l'âge de chaos, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il s'est retrouvé acculé dans un temple de Sigmar avec des gens qu'il essayait de sauver, qu'il essayait de soigner. Et quand les serviteurs du chaos sont arrivés dans le temple, alors que c'était juste un guérisseur, il a pris un chandelier et il a commencé à défoncer tout ce qu'il avait autour de lui. Mais il a fini par se faire abattre. Et c'était pas nécessairement pour sa force physique, mais un peu pour sa force d'âme que Sigmar l'a ramené à Azir. Mais à la base, du coup, c'était un médecin, c'était pas un guerrier en fait. D'ailleurs, dans une short story, on le voit, il est autorisé à quitter son host temporairement. Et il retourne à son ancien village sans son armure. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, c'est là qu'on voit que les Éternels peuvent enlever leurs armures. Parce qu'à certains moments, on croyait qu'ils étaient plus ou moins soudés à leur corps. Mais ils peuvent l'enlever en fait s'ils le désirent. Il y a un enchantement un peu particulier qui fait qu'on peut pas enlever leur armure de force, mais ils peuvent décider d'enlever. Et du coup, il était un peu en civil, parce que du coup, un éternel sans son armure, ça ressemble à un humain très très grand. Il y a des humains qui sont très très grands, donc ils peuvent plus ou moins passer pour des humains qui se font un peu discrets. Et du coup, il est retourné à son ancien village où il était vu comme un saint. Après son sacrifice, ceux qui ont été sauvés par lui se sont souvenus de lui. Et il y a une bâtisse en fait qui est dédiée à lui dans sa terre natale. C'est assez intéressant. Mais voilà. Non, t'inquiète, il était déjà au courant qu'il a 2-3 filles qui lui ressemblent. Ouais, il y a un petit air. Surnom d'Yggdrasil à la lance, c'est la chasseuse suprême, chasseresse de Sigmar. Elle a un joli palmarès. Il me semble qu'il s'est fait sauver sans le savoir par des séraphons pour qu'il soit par la suite digne de rejoindre Sigmar. Ça, je sais plus trop. Je sais qu'il est allé voir notamment... je sais plus quand, mais il me semble qu'il est justement allé voir Dracossion pour qu'il le fasse... Oui, durant les Broken Realms. Il est allé voir Dracossion pour que il entre en contact avec les séraphons, justement pour qu'il ait un peu des... je me souviens plus exactement des détails, mais c'était par rapport à Vindicarum, justement pour qu'il aille sauver Vindicarum. Je crois que ça... Oui, voilà, ça me revient. Il était là à l'omniporte de Giran, à l'Omnipoint. Il était là pour la défendre. Et il s'est battu contre les forces du chaos avec ses frères éternels. Les séraphons sont passés, mais ils ne sont pas restés durant la bataille. Et malheureusement, ça a conduit à se faire tuer. Sauf qu'apparemment, c'était prévu. C'était plus ou moins dans leur plan, les séraphons, que Gardus meure à cet endroit pour qu'il se fasse reforger et pour qu'il puisse être envoyé à Vindicarum pour sauver Vindicarum contre Be'lakor. C'était voilà, c'était un peu assez complexe, mais bon, ça c'est les séraphons, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais oui, c'était ça alors, ce qui s'était passé durant les Broken Realms avec Gardus. Donc ouais, c'est moult choses. Donc Gardus, moi personnellement, je mettrais en légende quoi. Je vais tenter de le mettre en légende.
Parce que quand même, pareil, c'est un des personnages qui est là depuis le tout début, depuis le tout début des guerres des portes, et qui est encore là, quoi. Même si dans les croisades et Eofor, il a un rôle un peu plus passif, où il contribue quand même à sauver la croisade et Eofor de Ghira, d'Amor Ghira. Donc je le mettrais un peu en légende quand même. Légende. Après, on a un peu que des éternels et des humains en légende. Ça me plaît pas trop, ça. Ça me plaît pas trop du tout. Il y aura d'autres qui viendront, ne vous inquiétez pas. Il n'y aura pas que des humains. Clairement légende. Du coup, ça fait 2-3 fois que les séraphons lui sauvent les miches ou temporisent les moments de sa mort. Bah là, pour le coup, c'était pas qu'ils lui sauvent les miches, c'est qu'ils ont plus ou moins fait en sorte qu'il meure exprès. Ce qui est un peu tordu de leur part. Quand tu crânes le domaine d'un dieu du chaos et que tu en ressors vivant, tu mérites S. Oui, clairement. Quand tu te balades dans le jardin de Norgul et que tu ressors... Bon, il me semble quand il en est ressorti, il me semble qu'il commence à dégueuler de partout, il se sent pas très bien. Mais bon, quand on sait ce qui arrive à tous ceux qui sont touchés par la corruption de Norgul, il s'en sort pas trop mal, on va dire. Fait penser à... C'est quel autre personnage dans 40K qui se balade dans le royaume de chaos sans... Kaldor Draigo, voilà. Des chevaliers gris. C'est un peu le Kaldor Draigo d'AOS. Hein. Peut-être pas le même niveau de puissance, parce qu'en termes de power level, l'écrivain de Kaldor Draigo, il a pété un câble. Mais on n'est pas loin. Dans le concept, c'est pas loin. Mais ouais. Ensuite, nous avons Nyv Blacktalon. Pareil, une assassin, l'assassin de Sigmar. Qui, du coup, Nyv était durant sa vie de mortelle, était une guerrière du chaos, une seigneur du chaos. Qui, certes, comme beaucoup d'autres, c'est une repentie. Elle fait pas partie du groupe des repentis, mais un peu comme Tornus, le repenti. C'est du coup une ancienne serviteur du chaos qui s'est repentie à Sigmar, à sa mort, et qui est devenue une éternelle. Et donc, elle a d'ailleurs une série entière sur elle. Ça m'a assez surpris. En fait, à chaque fois qu'il y a une série sur certains membres, certains personnages, je suis toujours un... Ah, vous avez choisi celui-là. Bon, pourquoi pas. Hein. Ouais, donc elle a toute une série qui est assez intéressante en vrai, la série Blacktalon. Elle explore... les épisodes explorent pas mal de points du lore qui sont intéressants. Peut-être que je ferai des popcorn d'ailleurs sur cette série, un de ces quatre. Hein. Comme j'ai pu le faire avec les épisodes d'Hammer et Bolter. Peut-être qu'on y viendra, un de ces quatre. Et donc voilà. Donc elle a un groupe d'éternels avec elle. D'ailleurs ils ont eu des Joy Toy. J'étais assez surpris ça aussi. Mais après c'est pas une personnage hyper développée. Voilà, c'est une ancienne seigneur du chaos qui est une éternelle. Et il me semble à chaque fois aussi qu'elle se fait tuer. Bah non, je vais pas spoiler. Je vais pas spoiler non plus. Mais ouais. Alors pour moi... J'aurais du mal à la placer elle par contre. Je vois Croc encore si loin. Alors que lui ça irait les jambes. Allez la suite. Et le Lemon Ross aussi je crois dernière nouvelle. Lemon Ross? Ah peut-être. Cheap Viewer... Ah oui d'accord. Cheap Viewer... ça serait cool. Non, c'est pas assez exploité, je dirais. Bah, quand même, elle a une série. Hein. C'est pas rien. Pas comme si elle a une série animée, quoi. Qui est centrée sur elle. Et sans trop spoiler, parce que j'ai pas envie de trop spoiler de ce qui se passe dedans.
mais quand même, quoi. Je vais peut-être la mettre en ici, quoi. Il y a beaucoup de personnages qui sont ici, mais ouais. Elle est pas au point où on la voit jamais. Elle est là aussi durant les croisades d'Eofor, d'ailleurs. Elle vient en aide temporairement à la croisade d'Amerol Aksha. D'ailleurs, elle se fight contre Lokavai à un moment donné. Donc en vrai, non. En vrai, typiquement, son passage dans les croisades d'Eofor, si ça avait été Indrasta à la place d'elle, ça aurait été hyper intéressant. Parce que justement, il y aurait une rencontre entre Indrasta et Lokavai. Ça, je trouve que c'est une occasion manquée maintenant que j'y pense. Mais bon. Donc, ouais, je pense que c'est clairement un personnage que Game Workshop a envie de développer. Donc, à voir ce qu'ils feront dans le futur. Parce que je veux dire, ils ont une série animée, ils ont des jouets Joy Toy. Après, peut-être qu'ils pensaient que de combiner ça avec la série, mais je sais pas. À voir. Pas assez exploité. B en C. Ouais, B. Ouais. Je mets B. Ouais, mais dans les récents événements, elle a fait quoi concrètement? Bah comme j'ai dit, elle était là durant les Cross d'Eofor. Elle et les Black Talon ont donné un coup de main très brièvement aux Cross d'Eofor. Mais suite à aux tensions qu'il y avait à cause de la pontifex Zenestra, il y avait des tensions avec elle. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que Zenestra a fait exprès plus ou moins de les évincer pour qu'elle garde un peu le contrôle sur la croisade. Pour garder le contrôle sur la croisade. Donc, ils ont fini par laisser la croisade et elle a rejoint, il me semble, Vandus. Qui se battait contre les hordes de la horde de Korgoskul, non loin. Donc, à voir. Ensuite, nous avons Krondys et Karazai, dont j'ai parlé un peu plus amplement il y a pas longtemps avec la nouvelle figurine du prince Vardrai et du coup Shore de mer. Donc ce sont les deux princes de l'ancien empire draconite de Gur, du royaume de la bête. Le plus récemment, les événements les plus récents, ils sont intervenus durant les croisades d'Eofor, durant celle d'Amerol Giran. Ils sont intervenus juste, notamment pour suite à la demande d'Alariel quand Kragnos est arrivé dans le royaume de la vie. Et eux, avec l'aide de Croc, ils ont enfermé une fois de plus. Alors ils l'ont pas scellé complètement comme ils l'ont fait durant l'âge des mythes, mais ils l'ont réenfermé. Ils ont réenfermé temporairement Kragnos. Donc quand même, événement récent, ils ont enfermé un dieu, quoi. Donc moi, je vais les mettre en légende. Hein. Tac, attendez. Toi, tu vas un peu en bas. Tac. Ouais, je vais les mettre par là. Toi, par contre, tu t'es fait assommer par un gargan, donc je te mets là. Donc voilà, ils sont pas mal là. Krondys Karazai, je les mets en légende. Les frérots. Ensuite, oula, nous avons Aventis Firestrike, le magistère d'Amerol. Alors, lui, il fait partie du conclave d'Amerol, et de ce que j'ai compris par rapport au timeline, j'ai l'impression qu'il n'est pas sujet au rappel de la chambre sacro-sainte à Azir. Donc ce cher Aventis est un des dirigeants d'Amerol. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un ancien agloraxien. Du coup, un ancien, durant sa vie de mortel, il faisait partie de l'empire agloraxien d'Akshi, le royaume du feu.
qui était la puissance majeure d'Akshi durant l'âge des mythes. C'est pour vous donner une idée, c'était un empire qui avait développé une technomagie ultra avancée à un tel point que leurs armes pouvaient potentiellement blesser des dieux, quoi. Ils avaient des cités flottantes immenses. Je parlerai un peu d'eux plus en détail quand on fera le live sur Akshi. Parce que ce sera assez intéressant d'en parler. Mais ouais, il a un passé assez intéressant à Ventis. Donc... Après, en termes d'action, dans le lore, il est apparu, il a un peu été mentionné durant les croisades d'Éophore. Il a mené la défense d'Amerol. Il est apparu aussi dans le livre sur Thalia Vedra. Je vais pas trop le spoiler, mais il apparaît quelques fois. Dans le jeu de rôle Soulbound, c'est à son initiative que la cité de la pointe, la lance radieuse, la pointe radieuse, donc Bright Spear en anglais, est fondée. Parce que c'est d'ailleurs une ancienne citadelle agloraxienne. Et lui, du coup, Aventis, évidemment, étant un ancien agloraxien, il le savait. Mais après, il n'est pas ultra actif non plus. Il n'est pas ultra actif non plus. Donc je pense qu'il va aller là. Peut-être en haut, mais je le mettrai quand même là. Peut-être plus... Ouais, il est là. Il est pas mal là. La chèvre. Ouais, c'est vrai aussi. Il y a la chèvre. Pas assez exploité. Ouais, moi je crois que t'as raison, peut-être pas assez exploité. Et ouais, ça dépendra aussi de... Parce que c'est vrai que sa figurine a été enlevée, alors que c'est une des plus belles figurines, quoi. Mais c'est une figure ultra récente qui a été enlevée par Game Workshop. Peut-être qu'elle se vendait pas, tout simplement. À voir. Des fois, c'est juste le business. Ensuite, nous avons Vendus Hammerhand, Vendus main marteau, le premier éternel, un peu enfin le premier éternel, l'un des premiers qu'on a vu, quoi. Et pareil, il est dans la toute première boîte avec Ionis. Durant il a fait partie des premières frappes d'éternel à Akshi. C'est un des premiers éternels à avoir été envoyé au combat. Il fait partie de ceux qui ont libéré du coup Amerol, les marteaux de Sigmar. Du coup, d'ailleurs, Amerol porte son nom grâce au marteau de Sigmar qui a été mené par Vendus. Et en plus de ça, durant les guerres des portes, par la suite, il est aussi intervenu à Shamon, Royaume du Métal, et où il a récupéré le Galmaraz. C'est lui qui a récupéré le Galmaraz quand qu'il l'a retrouvé et qu'il a récupéré. Parce que Sigmar l'avait perdu durant le siècle rouge. Donc c'est pas dégueu, quoi. Et récemment, durant les croisades Éophore, il a affronté Korgoskul au combat, pile poil au moment où la Malruine a tout pété. Et du coup, malheureusement, il essayait de sauver son ancien compagnon d'armes. J'ai oublié son nom. On en parlait d'ailleurs au début du stream. Le Stormcast avec une chevelure magnifique. J'ai oublié son nom. Il s'est fait tuer. Il s'est fait tuer. D'ailleurs, Korgoskul, ça a permis à Korgoskul de devenir prince démon. Gabriel Surhard, voilà, ça me revient. Surhard. Et quand tout pétait à la ruine, en fait, Vendus s'est fait ensevelir par des décombres. Et il a éventuellement été retrouvé par Ionis. Mais il était à ce moment-là à moitié fou.
Et Ionuus l'a ramené aux chambres de la perdition. C'est devenu du coup maintenant, il fait partie des chambres de la perdition. Donc peut-être qu'on le reverra dans le futur en tant que guerrier des chambres de la perdition. Intéressant. Un autre truc que je trouve assez intéressant sur Vandus, c'est qu'il fait partie d'une tribu capillarienne dans la région de Capillaria. Et cette tribu a la particularité d'avoir ce qu'ils appellent des forgerons prophètes. Cette tribu est d'ailleurs connue pour beaucoup aimer les marteaux. Donc évidemment Sigmar les adorait. Et Vandus du coup a la particularité d'avoir un don de préscience. Il a des visions du futur. Donc ça aussi c'est intéressant. Il y a pas mal de fois où il a entrevu certaines choses arriver quoi, au cours de l'histoire. Et d'ailleurs aussi ça a peut-être contribué à le rendre fou vers la fin. Le fait qu'il voyait plein de choses et qu'il n'arrivait plus vraiment... Déjà que son esprit se dégradait au fur et à mesure des reforges, parce que c'est un des éternels les plus anciens et il est mort énormément de fois quoi, Vandus. Donc le Vandus, je le mettrai en charisme et peut-être pas en légende. Mais je sais pas. Charisme ou légende. Ah j'hésite. Vandus le psycho et le rageux. Vandus débile. Ah oui d'accord, vous êtes en train de le chier dessus à Vandus. Pas encore exploité non. Vandus le boulet. Ah ouais. Les Direbram. Merci Tregan, les Direbram. D'ailleurs du coup la tribu de Vandus, les Direbram, potentiellement elle est liée à la tribu des Brand, la tribu de Gunnar Brand, les Noirs Serments. D'ailleurs il y a un Direbrand dans la bande de Gunnar. Donc les descendants mortels de Vandus, certains sont des Noirs Serments. Ça c'est intéressant quand même. Donc voilà. Ouais, je pense que je vais mettre là au charisme. Il a fait plein de trucs de la V1 jusqu'à la fin de la V3. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de choses quand même. Mais de là à le mettre en légende, tu vois, par exemple, eux ils vont aller en charisme. Quand même. Ils sont pas légendes. Lui, il est à la limite de la légende pour moi. Mais bon, à la V4, il a juste... il s'est juste fait avoir par Coco Skull, quoi. En V4. Hein. Il a aussi participé à la défense d'Amerol quand elle était assiégée vers les croisades d'Eofor, quand même. Mais dans tous les passages où on voit que son esprit est dégradé, quoi. On voit qu'il n'est pas au top de sa forme, clairement pas. Donc ouais, je pense que je vais mettre là. Alors ensuite... Ensuite, nous avons... Hop... Astrea Solbright. La Seigneur Arcane Astrea Solbright. Pareil, elle est apparue dans la boîte de la Garde des âmes. Astrea. Pareil, elle fait partie de la chambre sacro-sainte. Qui a été rappelé à Azir par Sigmar justement parce que leur absence a fait que la dégradation des éternels a été accélérée parce que c'était à la base leur boulot. Les sacro-saints n'étaient pas destinés à être envoyés au combat, ou en tout cas pas à un niveau où ils l'ont été durant la guerre des âmes. En principe, leurs unités sont censées être envoyées à différents endroits pour des problèmes spécifiques, généralement parce que du coup c'est des mages, donc c'est généralement pour des dangers, des ennemis spectraux, ce genre de choses. Mais là ils ont dû être déployés en masse durant la guerre des âmes à cause du nécroséisme et de la résurgence un peu
de la multiplication des spectres, des déhantes nues, quoi. Mais à la base, leur boulot c'était de surveiller le processus de reforge pour faire en sorte qu'il y ait le moins de défauts possible. Et en fait, du coup, leur absence a du coup multiplié le nombre de défauts chez les éternels. C'est pour ça qu'ils ont été rappelés à Azir pour limiter la casse. Mais certains, comme Astra Soulblight, j'ai l'impression que elle, son histoire n'est pas terminée. Certains ont plus ou moins refusé le rappel à Azir et continuent leur recherche, parce que c'était aussi le boulot de la Chambre Sacro-Sainte, était aussi de chercher des solutions pour guérir les défauts de la Reforge. Et durant les croisades Éophore, Astrea, elle intervient sur le chemin de la croisade Éophore de Giran, notamment quand il se retrouve à la cour de l'été d'Ushoran. Et dans le château d'Ushoran où il était enfermé, où il avait été enfermé par Nagash, elle finit par trouver des grimoires qui pourraient peut-être avoir certaines réponses par rapport à la magie des âmes, ce genre de choses qui pourraient peut-être aider les éternels. Donc peut-être qu'elle aura encore une histoire dans le futur où justement elle va peut-être retourner à la cour de l'été pour essayer de retrouver ces grimoires. Ou en tout cas peut-être que ces grimoires vont la mener à quelque chose. Astrea, elle a des piétés, les vider. C'est vrai qu'elle s'est fait dévorer vivante par Ushoran et elle a beaucoup douillé, quoi. L'intrigue avec Ushoran était sympa. Oui, c'est vrai qu'elle était très intéressante. Donc, ouais, je pense qu'elle va aller là. Elle va aller là parce qu'elle n'a quand même pas le charisme, mais elle était très présente dans les croisades d'Éophore, donc elle le mérite. Alors, ensuite, Tornus. Tornus, du coup, c'est un ancien serviteur du chaos. C'était un guerrier de Norgul, un seigneur de Norgul. On l'a dit tout à l'heure, il a été notamment l'un de ceux qui a pris en chasse Alariel. Il a tué la Dame des Serments la première fois d'ailleurs. Mais il a été reforgé et il est devenu d'abord un chevalier. Les chevaliers aidés à archer, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. Mais bref, maintenant c'est un chevalier Azyros qui est là pour aider les éternels des chambres de la perdition. C'est intéressant un peu son profil. Il y a un côté rédemption, on va dire. Après, il n'est pas énormément développé non plus, quoi. Son chemin est intéressant, mais il n'est pas énormément développé. Donc, moi, je le mettrais un peu en pas encore assez exploité. Il est présent durant les croisades d'Éophore. Il fait partie du contingent d'Éternel qui accompagne la croisade d'Amerolgira. Donc, il était présent, mais on n'a pas trop parlé de lui, quoi. On n'a pas trop parlé de son. Lui et les repentis sont un peu vus d'un regard méfiant par les autres éternels, parce que c'était d'anciens serviteurs du chaos, eux-mêmes. Donc il y a un peu ce côté où il n'y a pas une confiance totale envers eux. C'est intéressant. Mais en lui-même n'est pas hyper développé, je trouve, encore. Donc ce serait intéressant de l'explorer un peu plus, quoi. Il n'a pas eu encore son propre livre.
Ou en tout cas pas en tant qu'éternel. Parce que bon, on a un peu plus parlé de lui quand c'était un serviteur de Nurgle, quoi. Un Night Venator, voilà, c'est un Night Venator avant. Alors, du coup, c'est les guerriers, les éternels et les archers. Il y a eu un peu une reconversion professionnelle avec l'arrivée des chambres de la perdition. Il a reparlé d'un des serments depuis. Des serments non. Bon, ce serait un peu awkward, je pense, si un jour ça se passe. Mais ça pourrait être marrant. Ah non, c'était un Knight Zephyros, pardon. Je crois que c'était. Il me semble que c'était un Venator à la base. Et c'est devenu un Azyros. Parce que les Knights Zephyros, c'est comme Niv. C'est les éternels avec 2 H qui sont hyper rapides. Donc ouais, non, du coup c'était un Venator, comme tu le dis, c'est devenu un Azyros ensuite. Ensuite, maintenant, nous voilà avec Gotrek Garneson, le pire tueur de tous les temps. Ou le meilleur, ça dépend comment vous le regardez. Honnêtement, je suis un peu... ma relation est un peu conflictuelle avec lui dans la jeu Sigmar. C'est-à-dire que c'est pas un personnage que j'aime personnellement beaucoup suivi sur Battle. Moi j'étais un peu plus intéressé par les factions elfes. Donc j'ai jamais trop lu les aventures de Gotrek dans Battle. Et comme j'ai pas ce lien avec lui dans Battle, je me suis jamais trop intéressé à lui dans AOS. Et dans OS, il y a un potentiel assez intéressant, c'est que il a la rune majeure de Grimnir sur son dos, qui a été plantée sur son dos. Et donc il a un peu le potentiel, lui, de ramener Grimnir un jour. Il pourra un jour peut-être ramener Grimnir dans OS. Le truc, c'est que tant qu'il le fait, je trouve qu'il est pas... ses aventures sont un peu indépendantes de la trame principale d'AOS. On dirait qu'il se passe des trucs dans son coin, quoi, mais ça n'affecte pas pour autant AOS directement, quoi. Il est là, en fait, il est là pour être un self-insert des fans de Battle, quoi. Ce qui fait beaucoup de comparaisons entre qu'il y a dans les Royaumes Mortels par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc ouais, peut-être qu'un jour j'essaierai de faire un petit résumé de ses aventures dans AOS pour ceux qui l'appréciaient dans Battle et qui aimeraient un peu savoir ce qui se passe dans AOS. Mais nous verrons. Gotrek, c'est légende, il n'y a pas de débat, je suis désolé. C'est une légende de Warhammer, mais dans OS, je suis désolé, mais c'est pas une légende. Enfin, il a pas un rôle majeur. Comme j'ai dit, le seul truc qui le rend intéressant dans AOS, par rapport à AOS, c'est son lien avec Grimnir et le potentiel qu'il a de pouvoir le ramener. Après, par rapport à ses aventures, c'est un peu un électron libre. Il est un peu impulsif, il va à différents endroits parce qu'il veut faire ça et ça. C'est vrai qu'il recherche aussi Félix, du coup son ancien compagnon de la fortune, qui serait potentiellement, alors d'après cette théorie, c'est soit un éternel, soit potentiellement un mort-vivant. Parce qu'en cherchant son âme, parce qu'il a cherché du coup l'âme de Gotrek à Shaiish à un moment donné. Mais il a plus ou moins je sais plus trop pourquoi, mais il a plus ou moins compris que son âme n'est pas en repos, quoi. C'est-à-dire que il n'est pas libre. C'est-à-dire que potentiellement il est soit un éternel, soit un mort-vivant, quoi. Il n'est pas parmi les morts, quoi. C'est ça l'idée. Donc voilà. Mais je suis conflictuel avec lui. Je me demande, est-ce que
je me pose je me pose souvent la question de est-ce qu'il était vraiment nécessaire de ramener Gotrek. La façon dont il est d'ailleurs revenu dans les royaumes mortels, c'est qu'il est passé par les royaumes du chaos. À la fin des temps, il se retrouve dans les royaumes du chaos. Et de par comment fonctionnent les royaumes du chaos, bon, il s'est battu très longtemps dans les royaumes du chaos. Il paraît qu'il s'est battu tellement longtemps qu'au bout d'un moment, les démons en avaient marre de se faire défoncer contre lui et de revenir et de se faire défoncer. Ils ont fini par l'ignorer. Ils ont fini par éviter sa route, quoi. Donc ouais, c'est vraiment le Doomguy. C'est un autre Keldor Drago, mais pour Battle, quoi. Et du coup, comme le temps passe un peu différent dans les royaumes du chaos, il s'est passé peut-être des dizaines d'années, quelques siècles. Après, c'est un demi-dieu, donc ça se trouve, il a vécu très longtemps dans les royaumes du chaos. Et il a fini par atterrir dans les royaumes mortels par un portail en sortant des royaumes du chaos, quoi. Donc c'est comme ça qu'il est arrivé à AOS. Mais je sais pas, encore une fois, c'est un self-insert des fans de Battle, quoi. Il n'y a pas d'autre mot pour le décrire. C'est pour ça que je suis un peu j'ai une vision un peu conflictuelle du personnage. On t'a dit légende. Oui, bah donne-moi un argument, quoi. C'est quand même potentiel un nouveau dieu nain, puisque les dieux nains dans Battle avaient le même statut que Gotrek dans OS. C'est vrai. Dans le sens où c'est de très anciens nains qui potentiellement venaient d'un autre monde détruit. C'est un peu le cas de Grimnir, Grogny et de l'autre, du reste du Panthéon Khazalid, Valaï, etc. C'est que quand les nains, du coup, ce sont les premiers nains, ils ont guidé les premiers nains de Battle et leur ont enseigné l'artisanat et les principes un peu, ont créé un peu la société des nains, quoi, dans Battle. Il y a ce côté-là, ouais. Le gars, c'est devenu quasiment un demi-dieu dans OS. C'est pas le cas dans Battle. Il a pris un Eidolon en 1v1. C'est pas une mince affaire. Il est exploité, mais pas assez. Donc je dirais un tir on surveille. Le Doom Dwarf Slayer. Il a quand même quelques exploits à son actif dans OS. Ouais. Certes. Bon, je vais lui mettre un petit charisme. Allez. Je vais mettre un petit charisme. Parce que quand même, il a beaucoup de livres. C'est pas comme s'il n'était pas développé dans OS, il est clairement pas sous-développé, il est clairement pas sous-exploité. Je m'interroge plus un peu sur sa pertinence dans OS, en fait. C'est plus ça. Il cherche aussi à réunir les peuples nains. Ah non, ça par contre il s'en fout. Ça par contre il s'en bat un peu les steaks. C'est plus Grand Bridal en l'occurrence. Il cherche un peu à faire ça. Les romans de Gotrek ont pour vocation de donner de la substance au quotidien de ce que c'est d'être un péon dans les royaumes mortels. Pour le coup, c'est pas du tout un péon. Hein. Certes, il a une vision. Il a la vision en fait qu'aurait quelqu'un qui connaît Battle ou qui aurait vécu dans le monde de Battle. C'est ça qu'il apporte un peu dans ses aventures. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'un personnage qui est sans cesse en train de dire c'était pas comme ça avant. Moi, je préférais comme c'était avant. Après, il n'est pas tout le temps comme ça, même s'il râle beaucoup. Il râle beaucoup plus qu'avant, d'ailleurs, je trouve, dans ses histoires. Peut-être parce que dans les livres de Gotrek, de Battle, c'était souvent du point de vue de Félix. Là, maintenant, c'est toujours du point de vue de Gotrek. Et il râle tout le temps. Donc c'est peut-être ça aussi qui change un peu la narration. On image pas mal et c'est agréable à lire. Très agréable à lire. Oh, tant mieux.
Je vais mettre là. Ensuite, alors il y a Malénette. Malénette, du coup, elle, c'est une Kainite, mais qui est surtout une agente de l'ordre d'Azir, qui a été envoyée pour justement surveiller Gotrek. Donc au début, elle est pas très joyeuse de devoir babysitter Gotrek, entre guillemets. Mais par la suite, au fur et à mesure de leurs aventures et de leurs combats, ils finissent par se comprendre plus ou moins. Je les qualifierais pas d'amis non plus, clairement pas. Mais elle finit par respecter Gotrek au cours des aventures, quoi. À un moment donné, d'ailleurs, Gotrek décide carrément d'aller à Shaiish parce qu'il veut faire face à Nagash. Mais il se passe différentes choses. Je vais pas trop spoiler quand même. Je ferai peut-être un résumé complet, comme j'ai dit, dans le futur de Gotrek dans OS. Mais Malène, c'est une personnage intéressante. C'est pas non plus une Kainite pure et dure. C'est pas une fanatique, quoi. C'est une bonne guerrière. Donc, elle, je sais pas si je la mettrai en charisme. Peut-être, je mettrai peut-être ici. Allez hop. On n'y croise pas de Dieu certes, mais on voit des petits gens et c'est intéressant de pouvoir confronter des points de vue. Il donne aussi un axe narratif sur le fait de s'émanciper des dieux et de s'en méfier. Ça pour le coup c'est un thème assez récurrent dans tous les... dans plus ou moins toutes les factions. Hein. Il y a une méfiance un peu envers les dieux. On pourrait croire que parce que les dieux sont présents, il y a aucun doute sur leurs actions et leur divinité, mais non. Surtout les Caradrons, bah tiens, on arrive aux Caradrons. Les Caradrons sont les premiers à dire que les dieux ça sert à rien, quoi. Peut-être qu'avec Malénesse on verra de futurs... Oh non, peut-être pas, non. On n'ira pas jusque là. Gotrek a de l'attachement pour elle. Je peux pas rentrer dans les détails dans le spoil, mais il est clairement atteint par un événement particulier. Je crois que je vois celui dont tu parles. Mais oui, il y a tout le monde est un peu en mode Gotrek il est avec une elfe. C'est pas une elfe noire en fait, parce que tout le monde dans leur tête, les Kainites sont pas les elfes noirs du tout. Il y a pas du tout le même passé, genre c'est pas les Druchis. C'est pas du tout le même passé. Il y a pas eu de guerre de la barbe en fait dans AOS. Il y a pas cette rivalité, cette ancienne rancune qu'ont les elfes et entre les elfes et les nains, quoi. Non, il n'y a pas ça. Il y a eu des conflits entre les elfes et les nains, mais pas à l'échelle de battle où c'était toute une race qui a maintenant une rancune contre une autre race. C'est plus différentes cultures, différents pays un peu qui ont eu des conflits par-ci par-là. Et les Dourdans ont eu des conflits entre eux, les elfes ont eu des conflits entre eux. Enfin, les royaumes sont très vastes, il y a sûrement eu toutes les combinaisons de conflits possibles, mais il n'y a pas eu un affrontement à l'échelle de la guerre de la barbe de battle, quoi, on va dire. Donc il n'y a pas du tout le même contexte en fait, à ce niveau-là. Après, vous allez me dire, Gotrek, lui, il se souvient de la guerre de la barbe, il se souvient de cette opposition, mais petit à petit, il voit que c'est pas une Druchie en fait. C'est pas la même chose que dans Battle. Enfin,
Ensuite, nous avons Brock Grunson, le seigneur mania de Barak. J'ai oublié le nom. Zut, c'était Barak quoi déjà? C'était le stratopore principal des Caradrons. C'est Baraknar? Attendez, je vérifie vite fait. Ah oui, c'est Baraknar. Du coup, oui, c'est le seigneur mania de Baraknar. Du coup, le stratopore principal. Hop. En tout cas, le stratopore avec les parts de marché majoritaires des terres or. C'est ceux qui ont le plus d'actions en pétrole, quoi, en pétrole des Caradrons. Il est sympa. Son histoire est un peu intéressante. Il me semble que c'était... c'est un peu un génie commercial, on va dire. Mais après... Très clairement, je le mettrais en pas encore assez exploité. Limite en TU. Parce qu'on n'entend quasiment jamais parler de lui. On a entendu un peu parler de lui au tout début de la Sigmar durant un peu les gardes des portes. Mais... Oui, en fait, on n'entend quasiment jamais parler de lui. Alors que c'est un des rares personnages nommés des Caradrons. Il a quand même une sacrée influence. Mais son truc, c'est plus ce business que le combat, quoi. Mais je trouve son design tellement stylé, genre il a une putain d'armure de multifonction, je veux dire épée tronçonneuse avec la sulfateuse plus un canon au-dessus de lui et les moustaches plus moustache mitrailleuse. Tellement stylé son truc. Clairement, il mériterait. Il n'est pas encore assez exploité et il est où, quoi. Hop. Alors. Grogny est pas vexé des Caradrons d'ailleurs. Non, Grogny, il les a plus ou moins abandonnés. Il est fier en fait des Caradrons. Il est fier sur le fait que les Caradrons ont réussi à survivre sans lui. Ils sont suffisamment indépendants pour survivre sans lui. Et il est cependant un peu déçu que maintenant seul le profit les intéresse. Il aimerait qu'il soit plus engagé sur le sort un peu du reste des royaumes mortels. Parce qu'il sait que il faut que les factions de l'ordre soient unifiées dans les conflits contre le chaos, quoi. Et la mort et la destruction aussi. Et il est fier qu'il soit indépendant, mais il est un peu déçu sur le fait qu'il soit trop cupide. C'est peut-être un peu ça son souci avec eux. C'était pas un demi-dieu elfe d'ailleurs, un truc dans le genre. Non, c'était un humain, pas du tout. Les Kénites se sont pas tous unis derrière Morathi pour commencer. Pour le coup, Manès s'est révolté contre son ancienne maîtresse et a rejoint Lord Azir ensuite. Elle est plutôt libre. Oui, effectivement, c'est une Kénite à la base, mais comme j'ai dit, Lord Azir c'est assez indépendant, quoi. C'est un peu c'est une organisation interfaction, quoi. Il est pas plutôt jeune pour avoir vécu la guerre de la Barbe de Babek. D'ailleurs, oui, non, mais même s'il a pas vécu la guerre de la Barbe, à l'époque de Battle, tout le monde, tous les nains la connaissaient et pour eux, c'était comme si c'était passé hier, quoi. Ils l'ont jamais oublié. Baraknar, ouais. C'est très british. Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit côté british. Bah, c'est du steampunk. Hein. Il y a un petit côté époque victorienne. Avec le design, avec certains designs, quoi. Il a pas été là lors du combat contre Be'lakor. C'était lui? Il me semble que non, c'est pas lui le capitaine du navire où justement Grogny était intervenu pour sauver le capitaine. Il y fait peut-être une brève apparition lors du conseil,
lui conseille des amiraux de la flotte Caradron pour envoyer justement des renforts à Vindicarum durant les Royaumes brisés. Mais au-delà de ça, il est pas tellement plus, quoi. Coucou, j'arrive à la fin. Non. On a encore de quoi faire. En vrai, je vais peut-être mettre un petit coup de cravache. Je passe peut-être un peu trop de temps à chaque personnage. Il manque des images là. Qu'est-ce que c'est que ces imageries? J'ai perdu des images. Oh, c'est pas grave. Hop. Ouais, voilà, je vois l'idée. J'avoue qu'à la place de Grogny, je serais déçu aussi. On a Drake et Flint ensuite. Charisme évidemment. On s'était pas lu en effet. Ah oui, il est pas fou. Ah oui, c'est ça. Ah oui, on a aussi du coup oh, j'ai un trou là sur le nom. C'est Bugmanson. J'ai oublié le nom. Ah voilà, Jacob Bugmanson, le 11e du nom. Donc un des plus grands maîtres brasseurs Caradron. Moi je le mets direct dans le charisme. C'est littéralement, il est hyper connu pour les alcools qu'il a créés. D'ailleurs, durant une aventure dans Soulbound, il fait littéralement une tournée des cités de Sigmar. Il fait la tournée des festivals. Il goûte différentes spécialités locales. Il cherche à créer les meilleurs alcools qui soient. En fait, dans un monde où c'est l'apocalypse, ce gars-là, il se balade et il apporte la beuverie partout où il va, quoi. Le personnage est marrant. Dans l'idée, il est sympa, quoi. Donc je vais mettre là. Ensuite, effectivement, on a Drake Flint, un Caradron du coup de Stratopore de Barak Mornar, qui a eu, jusqu'ici, il a eu 2 livres assez intéressants. Sans trop spoiler, il cherche une cité perdue. Il y a un petit côté aventure avec un équipage qui est assez attachant. Souvent d'ailleurs les histoires Caradron avec les équipages, je les trouve assez cool. Il y a une camaraderie. Vous voyez souvent débattre du code. Enfin, franchement, les histoires Caradron, elles déçoivent rarement, honnêtement. Il me laisse penser il devrait être mis un peu plus en avant, je trouve, narrativement, clairement. Alors après, où est-ce que je le mettrais? Clairement, je le mettrais là. Peut-être pas encore assez pour le charisme. On va attendre de voir son 3e livre. Bon, parce que l'histoire n'est pas encore conclue, mais il est intéressant, quoi. Parfait, la mort et le chaos. Non, t'inquiète, Elrit, nous on adore t'écouter parler du lore et des persos. Et ça doit être pour les connaître quelque part. Oui. Un Bugman. Oui, c'est ça. Jacob Bugmanson. J'adore ce personnage de côté nain filou. Pour Drake Flint. Après, il fait partie de Barak Mornar. Barak Mornar, c'est le Stratopore qui est à Shaish. Et c'est le Stratopore des Caradrons qui sont... C'est le Stratopore... c'est plus ou moins des pirates, quoi. C'est complètement... Genre, le code Caradron a reçu énormément d'amendements à cause d'eux. Parce qu'à chaque fois, ils ont interprété le code de manière presque criminelle. Ils n'ont pas pu être condamnés parce que techniquement, avec des grands guillemets, ils ont respecté le code. Mais bon.
voilà, ça a un peu forcé les amiraux du Galdrad, les amiraux des flottes Caradron, à changer moult fois le code à cause de ces gars-là, quoi. Et donc lui, il en fait partie. D'ailleurs, son vaisseau, il me semble, il est connu pour être l'un des plus rapides de la flotte de Bark Mornar. C'est aussi sympa. Aulgul Pachaïch. Oui, Aulgul, le royaume des ombres, pardon, effectivement. J'ai fourché. Ouais, ça c'est intéressant. Ensuite, nous avons le Seigneur Croak. Ouais, effectivement, ça a été dit tout à l'heure, mais bon, voilà, on va pas trop. Soyons honnêtes. Croak qui a été présent en grosse partie d'AOS. Aussi bien dans l'âge des mythes d'ailleurs que dans les événements récents. Récemment, il a réenfermé Kragnos. Comme je dis, dans les Broken Realms, il a aussi manipulé un peu certains événements pour sauver Vindicarum. Il apparaît un peu partout à chaque fois pour sauver un peu. Enfin, ça dépend parce que des fois aussi, il est un peu responsable de la destruction de Cité de Sigmar, quoi. Mais parce que par exemple, durant la Malruine, certaines cités de Sigmar ont perdu leurs acolytes. Les Séraphons ont volé les acolytes des cités de Sigmar pour pouvoir purifier des endroits qui ont été corrompus par la Malruine. C'était un peu le boxon. Je sais plus si Croak a directement fait ça lui-même, pas sûr. Mais oui, clairement, Croak, ça va être la légende. C'est même pas. C'est un no match. Croak, c'est Deus Ex Machina, ouais, c'est un peu ça. Clairement, Croak, c'est le Deus. Aussi, durant les Broken Realms, aussi, c'était super stylé. J'ai beaucoup aimé le passage où, avec son vaisseau Ziggurat, il fait une bataille spatiale contre une tour d'argent de Tsench d'un invocateur catectique. Enfin, il y a tellement de potentiel à ce niveau-là, ça pourrait tellement être. On pourrait tellement avoir une aventure un peu spatiale d'un skink avec son vaisseau sur différents petits sous-royaumes entre les royaumes. Parce que oui, genre comme à la même manière que l'Omnipoint, il y a d'autres sous-royaumes un peu dans le vide éthérique, des petites poches un peu de réalité qui sont parfois connectées à des porte-royaumes. Il y a des lunes, il y a des astéroïdes un peu, ce genre de choses qui existent un peu entre les royaumes. Et il pourrait tellement y avoir une pseudo-aventure un peu comme ça, qui serait marrant. Mais ouais. Ensuite... Oups, un peu trop loin. Oui, aussi. Voilà. Nous avons Lokavai, la mère des cauchemars. Du coup, qui est techniquement la créatrice de la dynastie vampirique des Avengori. Donc, du coup, les vampires sont facilement reconnaissables à le côté un peu centaure qu'ils ont. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, elle a été un peu active durant l'âge des mythes où elle s'est alliée avec... elle fait partie de la grande alliance d'Inbrasta durant un combat contre Doombreed et une armée... un roi démon de cornes. À l'époque, elle faisait partie des Askugai Renkai, mais par la suite, il lui arrivait quelque chose à l'extrémité du royaume de Gur, où elle a été exposée à de grandes quantités de magie d'ambre, de magie de Gur, qui a fait un peu muter sa malédiction vampirique. C'est ça qui a créé un peu ce deuxième corps. Et quand elle est retournée vers les Askugai Renkai, ils l'ont vue comme une abomination. Ils l'ont vue un peu comme si elle avait été corrompue. Et du coup, son ancienne dynastie vampirique a essayé de la tuer. Mais elle s'est défendue, elle en a tué beaucoup parmi leurs rangs. Et elle a fini par créer sa propre dynastie. Elle a même d'ailleurs créé un genre de procédé
pour que les autres membres de cette dynastie puissent se transformer un peu à sa manière. Par exemple, il me semble qu'ils ont une porte au royaume à Shaish qui mène vers Gur, et leur procédé c'est de s'attacher devant cette porte au royaume qui mène vers Gur et de répandre du sang tout autour d'eux pour pousser un peu leur faim et accélérer leur transformation en Vargeist. C'est d'autant plus exacerbé par les énergies de Gur qui émanent de la porte au royaume, et ça leur permet un peu de se transformer en centaure Vargeist, qui fait qu'ils peuvent avoir un peu les avantages de la transformation en Vargeist, tout en gardant leur esprit. En gros, ils jouent un peu avec la bête qui sommeille dans les vampires, et ils essayent d'accélérer leur transformation physique tout en conservant en fait leur esprit et leur mental. Ce qui est intéressant. Ce que je trouve aussi intéressant par rapport aux autres dynasties vampiriques, qui, pas toutes, mais certaines ont un peu cette fausse image de noblesse d'eux-mêmes. Les Askogarenkai, eux, les Avengori, pardon. Eux, ils ont un peu ce côté où ils acceptent le fait qu'ils sont des bêtes. Ils se voilent pas d'illusions. Ce qui est assez intéressant. Donc moi, perso, Lokavai, je la mets en charisme. Je la mets clairement en charisme. Bon, les crocs surcotés, il serait chouette d'avoir d'autres personnages qui émergent chez les Séraphons. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnages nommés chez les Séraphons. Je crois que c'est d'autres Slan et non Croc qui a fait cette récolte. Oui, il a peut-être pas participé directement. Comme Nakai le vagabond. En seigneur Vengorian, ouais, les seigneurs Vengorian. J'apprécie la préhistorie sur le design du personnage, et en dehors de ça, son intervention au livre fort était anecdotique. Ça aurait pu être épique, mais on n'a pas vraiment d'issue dans son combat. C'est vrai que durant les croisades des Hauts-Forts, elle... Oh, c'est pas encore là. Elle se trouve sur le chemin dans la croisade d'Amal Aksha, brièvement. D'ailleurs, elle corrompt leur acolyte. Et à cause de ça, d'ailleurs, ils crèvent presque tous de soif. Mais heureusement, ils arrivent à purifier leur acolyte. Mais à la base, elle était là pour un duel contre du coup le prince Vordrai. J'en ai parlé d'ailleurs vite fait dans le passage, dans la vidéo lore que j'avais fait sur les Las Vegas Open. Et le truc, c'est que on connaît pas l'issue. On sait pas du tout ce qui se passe. Donc j'espère, je suppose en tout cas, qu'on va savoir ce qui se passe dans leur Battle Tome. Sinon j'aurais un peu les boules quand même, parce qu'ils ont quand même teasé un combat entre elle et le prince Vordrai. Et le prince Vordrai, il sort avec sa nouvelle figurine magnifique. Donc si on n'a pas le dénouement de leur affrontement, de leur duel dans le nouveau Battle Tome, je vais gueuler un peu. Hein. Vous allez m'entendre là. Alors là, vous allez m'entendre. Mais comme tu le dis, incomplet quoi. Enfin, en tout cas sur les événements les plus récents. Je la mettrai quand même là, parce qu'elle a quand même une sacrée histoire assez intéressante. C'est un peu la créatrice d'une nouvelle dynastie vampirique. Mais petit bémol pour les croisades des Hauts-Forts, effectivement, où on n'a pas eu le dénouement, quoi. Clairement, il s'est passé quelque chose, parce que quand la croisade des Hauts-Forts arrive à Garde-Braise, il y a encore les signes du passage du port pourpre, du coup du prince Vordrai. Mais pas de traces de Lokavai, pas de traces de quoi que ce soit. Donc à voir. Peut-être que ça s'est soldé par une alliance entre les Avengori et les Castellai. Ce serait stylé en vrai. Ou pas, qui sait, on verra.
Ce serait intéressant de voir ce que ça donnerait dans les autres zones périphériques des autres royaumes mortels. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait avoir des variations un peu du procédé qu'a fait Locavaille, mais avec les vents des autres royaumes. Parce que dans AOS, la malédiction vampirique semble pouvoir un peu muter, quoi. On va voir d'ailleurs un peu après avec les Virkos aussi. Il y a aussi des personnages Virkos qui vont arriver après. Mais ouais. Les Séraphons, ils ont que Croc, hélas. J'aimerais bien les voir prendre de l'ampleur avec de nouveaux seigneurs Saurus et Skink pour AOS plutôt que de reprendre Nakai ou Krogar. Pour le coup, il y aurait le potentiel parce qu'il y a un peu cet aspect de souvenir qui peut être recréé par les Slans. Mais c'est vrai que ce serait sympa de voir un personnage. En fait, les Séraphons, c'est un peu particulier parce que les Starborn, eux, ils vivent quasiment que dans leur vaisseau et ils apparaissent à différents points stratégiques dans les royaumes. Et du coup, ils n'ont pas vraiment de vie sociale, on va dire. Ils apparaissent à différents endroits. Après, il y a les cristallisés. Eux, par contre, qui ont commencé à redevenir sauvages. Eux, il y aurait peut-être un potentiel là-dessus. De voir un peu, par exemple, notamment ceux qui sont à Mekitopsar, la sous-faction de Séraphon qui est menée par des Saurus. Eux, ça pourrait être intéressant peut-être d'avoir un personnage nommé peut-être pour leur chef, Saurus. Potentiellement, ce serait intéressant parce que ils ont un pied-à-terre à Gur. Ils sont sur un point fixe. Et donc, il y aurait peut-être un peu... Il y aurait un peu plus d'enjeux. Plus de place pour un personnage Séraphon de se développer pour moi. Donc, on verra. Peut-être. Alors, il y a des persos nommés chez les Séraphons, mais ils n'ont pas de figurines ou encore peu d'impact. Ouais. Il y a encore des personnages qu'on pourrait ajouter un jour à la liste quand on fera peut-être une vidéo sur les personnages qui serait cool de voir avec avoir une figurine. La griffe de Coratel dirigée par un Gar, un sang ancien Binos. Ouais, c'est ça. Ça pourrait être intéressant. Alors ensuite, nous avons Sekar. Que je trouve très... Sekar du coup Crow de Nolamia. Donc, qui est un titre qui est donné aux guerriers à la garde un peu d'honneur de Neferata. C'est un peu ses serviteurs les plus puissants. Et Sekar a quand même un peu le haut fait d'avoir contribué à tuer un dieu de la mort de Shaiish. Donc elle a infiltré un culte qui était voué à Ouboros, le serpent qu'on peut voir à sa gauche, en tout cas ce qui reste du serpent. Elle a infiltré le culte de ses adorateurs et a un peu sapé la foi, diminué un peu la dévotion du dieu de l'intérieur. Il a suffisamment diminué pour qu'il soit vulnérable et Nagash en a profité pour l'achever. Donc même si Nagash est celui qui a apporté le coup final, elle a quand même contribué à tuer un dieu, quoi. Et suite à ça d'ailleurs, tout ce qui restait d'Ouboros, c'était d'ailleurs le serpent qu'on peut voir, le petit serpent qu'on peut voir à cause... Enfin, il est pas petit, mais comparé à ce qu'était Ouboros, il est petit. Et Nagash, en récompense pour ses services, lui a offert un peu ce qui restait d'Ouboros. Donc elle se balade littéralement avec les restes d'un dieu de la mort. Et durant les croisades Éophore, elle était chargée un peu de gérer Ushoran. Elle était chargée de l'extraction du sang réel, du coup l'extraction du sang d'Ushoran. Et elle était là un peu pour surveiller Ushoran. Donc elle a tué un dieu de la mort et
on avait suffisamment confiance en elle pour qu'elle surveille un Mortark. Voilà, quand même. Elle est très douée d'ailleurs pour enchanter les gens, un peu pour manipuler et tout ça. Donc, ouais, quand même, il y a un sacré niveau. Je la mettrais peut-être pas forcément... Pour moi, c'est limite légende, c'est clairement du charisme. Peut-être pas légende, même si j'hésite un peu là quand même. Parce que quand on remet en contexte tout ce qu'elle a fait, c'est pas dégueu. Pas assez développé, mais un bon potentiel, je pense. Bien que je craigne que ce soit une Neferata bis, ce qui serait logique d'une certaine manière, mais un peu dommage. J'adore leur serpent. Par contre, son chapeau, là, c'est un red flag. Elle se fait contrer par toutes les portes de moins de 3 mètres d'eau. Ah oui. Ah oui, un jour, on l'a dit, hein, on en a déjà parlé, de la tier list des chapeaux. Hein. Un jour, elle y sera dedans. Hein. Clairement. Elle a quand même un sacré chapeau. Elle s'est foirée un peu dans son rôle pour suivre Ushoran. Bah... Ça, alors... Ça, c'est vrai que ça a loupé. Elle a dû fuir la cour de l'été quand Ushoran lui a tendu un piège. En fait, j'aurais tendance à dire que c'est moins de sa faute et plus sur le fait que Ushoran a bien caché son jeu en fait. En fait, Ushoran, pendant des siècles, il a joué... Alors, je suis pas sûr qu'il a joué la comédie parce que il a entre guillemets joué la comédie du « Ah, je suis taré ». Mais c'est plutôt en fait que Ushoran a un peu son esprit qui vacille et il a des épisodes où il a l'esprit clair. Et le truc c'est quasiment impossible de voir quand il switchait. Et à chaque fois qu'il a eu l'esprit clair, il a mis en mouvement certains pions pour se libérer un peu sur le long terme. Et quand les éophores de la croisade de Ghira sont arrivés à la cour de l'été, ça a foutu tellement le bouxon que ça lui a donné une ouverture pour se libérer. Donc oui, techniquement, la croisade éophore de Ghira est plus ou moins responsable de la libération d'Ushoran. Voilà, ça arrive, écoutez. Donc ouais, c'est le gros imprévu que la croisade éophore arrive pile poil à la cour de l'été, plus le fait qu'Ushoran a plus ou moins réussi à construire un plan pour se libérer au fur et à mesure, plus le rituel de la vie qui a fragilisé sa prison aussi. Voilà, elle a pas eu de chance, on va dire. C'est moins de sa faute et plus un concours de circonstances à ce niveau-là, quoi. Mais quand même, c'est pas moins impressionnant, je trouve, ce qu'elle a fait. Ushoran le bipolaire. Ah bah c'est le Mortark de l'illusion, quoi. À partir de là... elle s'est faite banane par Ushoran qu'elle a sous-estimé. Ouais. Ushoran a un degré de schizophrénie over the top. Oui, en fait, des fois, en fait, tu dis... En fait, il y a des passages où tu te dis, il est complètement taré. Et d'autres fois où tu te dis, c'est un génie. T'as l'impression que c'est un génie. Il y a un petit côté... Est-ce que c'est... c'est le passage avec, dans Pirates des Caraïbes, est-ce que c'est le plus grand pirate que j'ai jamais vu ou le pire, je sais plus quoi. Ouais. Est-ce qu'il improvise au fur et à mesure ou il prévoit tout à l'avance? Ouais, je sais plus, je me souviens plus du truc exact. Mais c'est un peu ça ce qui m'inspire. Nous avons ensuite Belladonna, du coup de la dynastie des Virkos. Belladonna Volga, si je me souviens bien. D'ailleurs, son loup me fait un peu beaucoup penser au loup des Saint Champas, du coup des drogues, des nouveaux gobelins monteurs de loup. Ils ont le même genre de balade d'ailleurs aussi.
Parce que je soupçonne fortement le loup du coup sur lequel est monté Drogue. Vous êtes plus ou moins lié du coup à Rondspool, le dieu animal mort-vivant qui serait responsable du changement de la malédiction vampirique des Virkos, qui fait d'eux plus ou moins des vampires loups-garous. Blenona, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est un peu vue comme une Baba Yaga, un peu, à Shaiish. Elle est vue comme presque une figure mythologique, un peu mythique, où il y a des légendes sur le fait que si tu la vois une fois, ou 2 fois, ou 3 fois, ça a des significations différentes. Alors, si tu la vois une fois, c'est que ça peut porter chance. Si tu la vois 2 fois, c'est un peu différent. Si tu la vois 3 fois, c'est que tu vas mourir, genre des trucs comme ça, un peu des croyances, un peu des superstitions un peu autour d'elle. Après, je la mettrais dans pas encore assez exploité, clairement. Pour l'instant, je la mettrais là. C'est Ghoul Sparrow, ouais, c'est un peu ça. Il est imprévisible. Oui, c'est vrai que c'est sa grande force. Nous avons ensuite Neferata, Mortarque du sang, la reine de sang. Alors elle, il s'est passé beaucoup de choses quand même. Dans les croisades d'Éophore, c'était un peu une figure de l'ombre. À un moment donné, d'ailleurs, elle entre en contact parce que du coup, elle agit un peu dans les croisades d'Éophore à travers Sekar. Et on sait du coup que c'est elle qui extrait le sang réel, le sang d'Ushoran, et qui l'utilise du coup pour infecter différents avant-postes des cités de Sigmar. C'est elle, pardon, qui fait ça. Donc c'était un peu son plan de propager les manchères un peu partout. Elle se sert un peu du sang de Ushoran comme arme biologique presque. Donc c'était un peu tout son plan, mais elle était un peu dans l'ombre. À un moment donné, d'ailleurs, il y a un passage où elle apparaît un peu dans une espèce d'hologramme de sang à Ushoran, et ils ont une discussion intéressante. Alors c'est peut-être je ferai peut-être un jour une vidéo sur parce que je vais faire des vidéos un peu aussi sur les discussions entre les dieux, entre des personnages comme Neferata, comme les Mortars, comme les dieux, etc. J'analyserai peut-être un peu le passage justement où ils discutent, c'est sympa. Mais ouais, durant les Broken Realms, il me semble qu'elle a aussi été envoyée à Shamon pour le plan de Nagash, qui était de plus ou moins étendre le nadir de Shaiish, du coup l'espèce de trou noir qu'il y a à Shaiish dans les autres royaumes. Bizarre, les créatures mourantes qui ressemblent à des rats d'ARL. Sûrement des rats morts-vivants. Hein. Ce que je trouve plus bizarre, c'est ce truc là. Qui est juste à côté là. Avec je sais pas combien de pattes. On dirait une espèce de collage. On dirait un nécromant qui a pris différents morceaux et qui s'est amusé à coller des trucs. C'est son porteur de dague. Apparemment, elle l'aime bien. C'est bizarre. Donc Neferata. Ah, c'est quand même je la mettrais bien en légende, Neferata. Hein. Tout de même. Ouais. Je la mettrais bien en légende. Ensuite, nous avons Radukar. Le seigneur qui a été le seigneur d'Ulfenkarn. Donc c'est-à-dire il était dans Curse City, la boîte de Curse City qui était assez sympa, qui a énormément de figurines magnifiques d'ailleurs. Et donc Ulfenkarn, qui est une cité à Shaiish, sur le royaume de la mort, et Radukar a plus ou moins sauvé la cité
Mais ensuite, on a ensuite pris le contrôle, quoi. Et il y a encore un loup balafré, comme le loup d'Odrogs. Franchement, je mettrais ma main à couper qu'il y a vraiment un lien entre Runespool et les loups des Gloomspite. On verra peut-être un jour. Mais ouais, il a une histoire intéressante dans Ulfenkarn, mais clairement depuis Ulfenkarn, on n'entend plus trop parler, quoi. Donc un peu comme Belladonna, je dirais qu'il n'est pas encore assez exploité, même si c'est clairement un personnage intéressant. Parce qu'après je vais peut-être un peu spoiler, mais il a une autre forme. Enfin, je ne spoil pas vraiment parce qu'il y a une deuxième figurine, Radukar la bête, où il est encore plus transformé dans un côté un peu loup-garou. Mais ouais, je pense que c'est un personnage qui serait intéressant à un peu plus explorer, qu'il soit pas juste à Ulfenkarn et on n'en parle plus jamais après, quoi. Ce serait dommage. Ulfenkarn, la cité maudite, ouais. Ulfenkarn d'ailleurs qui s'appelle en fait, qui veut dire le festin du loup, dans le sens où Radukar, son surnom c'est le loup, et du coup Ulfenkarn, le festin du loup. Parce qu'avant Ulfenkarn ça avait un autre nom, parce que c'était une cité de Sigmar à la base, mais il en a pris le contrôle. Je pense plutôt que c'est un Théo. Bah, on sait où il est pour le coup. C'est pas comme si il était jamais apparu. D'autant que avec un supplément assez récent du coup de Soulbound, qui a eu un supplément entier sur Ulfenkarn, où il est bien plus développé, c'est vrai, dans le supplément. En vrai. Peut-être qu'il faudrait que je le lise plus amplement parce que c'est un gros supplément pour faire toute une campagne à Ulfenkarn, justement. Donc qui sait, peut-être que je ferai d'ailleurs cette campagne sur la chaîne un jour. Peut-être à Halloween. Ce serait un bon moment de faire une campagne dans la cité maudite. Parce qu'il y a un petit côté Vermintide un peu enfin, comment dire, dans le sens où la cité est complètement un peu en mode post-apo et les joueurs essaient un peu tant bien que mal d'aider la population et un peu de combattre les Virkos, quoi. Ensuite nous avons Cadeau Ezekiar, le roi vide. Alors lui, pour le coup, j'ai lu à peu près tous ses livres. Et c'est un personnage que je trouve très intéressant. Je pense vraiment qu'il a un bon potentiel. D'ailleurs, je le mettrai directement dans charisme. Très clairement. On va mettre par là. Je vais mettre par là. Alors lui, ce que je trouve intéressant, c'est que alors à la base c'était un roi de Shaiish, d'un royaume qui n'a pas encore été nommé. C'est ça que j'ai trouvé très étrange dans tous les livres de Cadeau Ezekiar. À aucun moment le nom de son royaume est mentionné. Et je crois que ça, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est peut-être fait exprès parce que ça a peut-être un lien avec une région qu'on connaît. Du coup, peut-être que dans le futur, on apprendra que la région était un peu particulière. Mais en gros, son royaume était un royaume de Shaiish. Et la famille royale avait la particularité d'avoir des anneaux. On peut les voir d'ailleurs, il a je sais pas combien d'anneaux, Cadeau. Je crois qu'il en a 9, si je dis pas de bêtises. Et en fait, la famille royale pouvait réunir un conseil d'esprit. En fait, dans chacun des anneaux, il y avait une âme d'un conseiller de différents domaines. Et à chaque fois, chaque roi changeait les âmes de ses anneaux et avait un peu sa cour spectrale qui était là pour le conseiller. Sauf qu'à un moment donné, du coup, au début de l'âge du chaos, son royaume a été envahi de l'intérieur
par un culte de Tzeentch. D'ailleurs, je l'ai mentionné dans la vidéo sur les sous-factions de Tzeentch. C'était la main brûlante, il me semble, quelque chose comme ça, j'ai oublié le nom. Mais du coup, son royaume a été détruit de l'intérieur par ce culte de Tzeentch. Et Cadeau a été pris en embuscade alors qu'il volait sur le dos de sa dragonne, parce que oui, Cadeau aussi s'était lié avec une dragonne. Et quand il était au bord de la mort, c'est là que Neferata l'a trouvé et lui a offert en fait un peu le baiser de sang. Elle a vu en lui un peu une haine assez puissante envers les forces du chaos. Et de là, il est un peu devenu son chien de guerre contre les royaumes du chaos. Parce que même si Cadeau Ezekir il est pas forcément le plus puissant, l'un des plus puissants êtres du royaume mortel, il n'en est pas néanmoins un des meilleurs généraux qu'a jamais eu Neferata. À un tel point que les forces du chaos ont fini par le craindre. C'est le niveau du mec, à quel point il a défoncé différentes bandes du chaos, quoi. Sauf qu'un jour, alors qu'il massacrait une énième armée des esclaves des ténèbres, il a appris que la main brûlante, du coup la chef du culte qui avait détruit son royaume, avait refait surface et il a déserté en fait le service de Neferata. Et de là il se passe pas mal de choses. Sinon, bon, après là je vais un peu spoiler les livres, j'aimerais éviter. Mais grosso modo, il part complètement en chasse tout seul. Il quitte un peu l'armée de Neferata et il part en chasse justement de cette fameuse main brûlante pour venger son ancien royaume, quoi. Et ce qui est assez marrant dans son histoire, c'est que dans chacun des anneaux, comme je l'ai dit, il y a des membres un peu... Enfin, à la base, il y avait sa cour spectrale, mais après être devenu un vampire et que son royaume a été détruit, il a vidé les anneaux et il a rempli les anneaux avec sa famille, ses amis et ses proches. Par exemple, il a son ancienne maîtresse, mais pas dans le sens, c'est pas son ancienne amante, mais son ancienne professeur. Il a son ancien meilleur ami, il a son père aussi dans un des anneaux, et il a même aussi, c'est un petit truc un peu caché, mais bon, attention, spoiler, limite, bouchez-vous les oreilles 5 secondes si vous comptez lire les histoires de Cadeau un jour. Mais il a aussi du coup sa dragonne dans l'un de ses anneaux. Et en fait, quand il appelle son nom, il peut invoquer la forme spectrale de son dragon et elle peut vraiment interagir physiquement avec des trucs. Donc il peut littéralement invoquer un dragon de n'importe où alors qu'il est au milieu d'une ville et il peut foutre la merde avec, quoi. Donc ça c'est fort. En fait, c'est un peu le Batman, quoi. Il a un peu, vous voyez, sa batte, sa ceinture avec tous ses gadgets. Sauf qu'à la place, il a tous ses anneaux et chacun des anneaux peut faire des trucs différents. Par exemple, il y a un des spectres qui a des compétences en termes de magie. Il y a un autre spectre qui est très fort. Il est l'ancien assassin royal de sa cour, qui était, il me semble, son oncle, si je dis pas de bêtises. Et il peut l'envoyer. C'est lui qui lui a d'ailleurs appris à se battre. Et il l'envoie en fait un peu explorer. C'est un peu son tracker, quoi. Enfin, c'est intéressant. Il y a plein de trucs. Enfin, il a une histoire très intéressante, quoi. Je trouve. Il y a des Pokéballs. Ouais, ouais, Perceptrice. Voilà, c'est ça, merci. Le mec était en mode c'est pas ma guerre. Ouais, c'est ça. Il a tout cramé. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que les membres de sa dynastie sont connus pour être assez curieux parmi les autres vampires.
Genre les vampires qui ont été créés par... Déjà qu'en fait... Déjà, c'est vrai qu'il y a un autre truc que j'aurais dû parler, c'est qu'il déteste le fait d'être un vampire. Il ne boit quasiment jamais, il boit jamais le sang d'innocents. À ce niveau-là, il fait un peu penser au dragon de sang. Il ne boit que le sang de ses ennemis. Genre, il boit quasiment que le sang des chaoteux, par exemple. Ce qui fait d'ailleurs qu'il sent un peu... Ça lui brûle la gorge. Ça le revigore pas vraiment, quoi. Ça coupe sa faim, en fait. Il boit le sang juste pour couper sa faim. Mais des fois, en fait, il se force à ne pas boire de sang durant plusieurs semaines, quoi. Donc, il a un peu aussi une forme de dégoût, quoi. Et ce qui fait aussi qu'il a jamais... Il a transformé très peu de personnes en vampires. Les seuls, en fait, qu'il a transformés en vampires, c'est des gens qu'il a trouvés au cours de ces guerres, qui ont, comme lui, tout perdu face au chaos. Des gens qui ont vu mourir tous ceux qu'ils aimaient face au chaos. Et en ce sens, il les a transformés en leur disant vous voulez vous venger, suivez-moi. Et en fait, il s'est créé une armée de vampires comme ça, qui avait une haine immense contre le chaos. Ce qui fait que sa lignée est très... très petite. Il a très peu de vampires qui sont ses enfants de sang. Mais ils sont tous connus pour être extrêmement violents, quoi. Mais ils sont du coup aussi connus pour être un peu comme lui, un peu bizarres, quoi. Ils ont une réputation de pas être des vrais vampires aux yeux des autres vampires, quoi. En fait, ils sont devenus des vampires que dans un but de vengeance. Ils sont pas devenus des vampires pour être immortels, ils sont juste devenus des vampires pour se venger, quoi. Ce qui est intéressant. Donc, cadeau. Ouais, cadeau ou charisme, hein, clairement. Ensuite, le prince Vordrai. Donc, c'est vrai que j'ai un peu plus parlé de son histoire du coup dans la vidéo, comme j'ai dit, sur les Las Vegas Open, où du coup c'est l'une des personnes qui a failli tuer Nagash, mais tuer Nagash, quoi, plus que mort, sur mort, quoi. Il a failli vraiment le finir. Il a eu l'occasion en fait de lancer le corps de Nagash dans le royaume du chaos pour le laisser se faire bouffer par les dieux du chaos. Donc c'est pas mal du tout quand même. Il a été ensuite maudit en étant attaché au fort pourpre qui se téléporte un peu partout. Et récemment, il a été mentionné durant les croisades des Hauts-Forts, où il aurait eu, du coup, comme on le disait tout à l'heure, un duel avec le Cavaille. Et avec lui, on a aussi Shor de Mer, le draconite mort-vivant, qui a tenté un petit coup d'état contre Candice et Karazai, qui s'est mal passé, on va dire ça comme ça. Donc, comme je dis, si vous voulez un peu plus de détails, je vous envoie la vidéo sur les Las Vegas Open. Mais lui, ça va être le charisme, et j'hésite même à le mettre en légende, quoi. Après, il n'a pas été énormément... On va le mettre en charisme. Charisme, c'est déjà pas mal. Pareil. Légende, bah, quand même pas. Il doit bien s'entendre avec les Séraphons ou autres factions anti-chaoteux. En vrai, c'est un peu... Comme je vous l'ai dit, c'est Batman. Je suis la vengeance. Je suis la nuit. C'est un peu ça, quoi. Et oui, c'est Batman. C'est en mode, je suis la vengeance, je suis la nuit. Et ensuite, en plus, il a littéralement tous ses gadgets. Donc, ouais, c'est un peu ça.
Ensuite, nous avons Manfred von Karstein. Alors, moi je le mets là. Moi je le mets là tout de suite. Hein. Je veux dire, c'est Manfred quoi. On lui doit entre guillemets AOS quoi. D'un certain point de vue. Durant les Broken Realms, il a un peu disons qu'il a un peu fait des trucs un peu bizarres, on va dire. Il a commencé à invoquer des démons, il faisait des trucs pas clairs durant les Broken Realms. Il avait été chargé par Nagash du coup pour le même plot qu'il y avait par rapport à Arcane et Neferata. Lui il devait étendre le Nadir à Giran, le royaume de la vie. Et il a fait en fait à demi-essai, il a même pas essayé en fait. Il s'est enfui dès que ça tournait au vinaigre. Après, durant les guerres des portes, et surprenamment, il s'est allié aussi, un autre événement intéressant, il s'est allié avec des éternels. À un moment donné d'ailleurs, il s'est d'ailleurs lié d'amitié avec l'un d'entre eux, étonnamment. Et même à un moment donné, Nagash était sur le point de les bousiller et il a plaidé en leur faveur envers Nagash. Donc, est-ce que Manfred a une race dans AOS? Non, mais c'est pas loin. Attends, Manfred a invoqué du démon. Oui, il faisait des trucs pas clairs. Après, je me souviens plus exactement de c'était. On savait pas trop exactement ce qu'il cherchait à faire. Et je suis pas sûr qu'on sait encore exactement ce qu'il cherchait à faire. Mais il a fait un rituel pour invoquer un démon à Karstinia, du coup à Shaish. Ça a d'ailleurs complètement pourri sa forteresse de corruption. Mais il cherchait à apprendre des réponses, justement, à avoir des réponses d'un démon. Et j'en parle justement, je crois, dans les passages des Broken Realms. Désolé, ça m'a échappé, j'aurais pu me souvenir. Là, pour le coup, là, il reste tellement encore. Je vais avoir du mal, là. Et c'est encore tout ça. Mon cerveau, il a du mal. Mais ouais, attendez, vite fait, je regarde pour Manfred. Jamais j'arrive à... Je regarde vite fait si je peux trouver l'info qui me manque. Non, je vais pas trop insister. J'arrive pas à le trouver. Bon, c'est pas grave. Bon, sinon, next. Tac. D'ailleurs, t'as pas oublié le prince des rats chez les vampires? Ah oui. Oui, je vois duquel tu parles aussi, qui est dans Ulfenkarn. Je sais pas, pour moi, c'est pas un personnage qui a assez d'histoire, assez majeur pour figurer dans la tier list. Après, il y a le petit côté intéressant où, quand il est devenu un vampire, il a été transformé en vampire par accident. Et il s'est retrouvé dans une carriole où il y avait plein de rats morts. Et en gros, le sang des rats s'est mélangé un peu avec... il en a bu, en fait, s'est mélangé un peu à son sang. Et sa malédiction a un peu été changée. Et un peu liée aux rats, ce qui fait qu'il peut les contrôler. Un lien un peu avec les rats.
Avec la Malruine, ce qui est intéressant aussi, c'est que beaucoup ont eu des mutations à cause du sang des Skaven. Parce qu'avec la Malruine, il y a eu énormément de Skaven et du coup, les vampires sont mis à boire beaucoup de leur sang. Mais ça en a changé certains, quoi. Donc, il y a des vampiras. C'est ça qui est intéressant avec lui, je dirais. Mais il n'y a pas encore tellement plus de lore au-delà de ça, quoi. De mémoire, il s'agit d'une petite nouvelle sortie à l'époque de Broken sur Honor Community, dans laquelle Manfred négocie avec un démon Nurgle pour obtenir plus de pouvoir nécromantique. Ok. Il me semble qu'il avait un plan par rapport à ça, mais j'ai oublié trop. Je crois que ça a peut-être pas encore été dévoilé. Iva Volga. Pareil, c'est un peu une renégate parmi les Virkos. Alors, pas tellement plus d'histoire pour moi. De manière un peu détournée, sans que Nagash soit au courant. Oui, de toute façon, Manfred, dès qu'il faut faire quelque chose dans le dos de Nagash, ça loupe pas. Je vais faire je vais juste chercher un peu d'eau, je reviens. Petite pause de 30 de petite une minute, on va dire. Je reviens. Mini pause. Rue. Nous voilà maintenant Ushoran, Mortarque de l'illusion. Alors, légende, ouais, je pense que ouais, je vais direct le mettre en légende. Je pense aussi. Limite, Manfred il est peut-être un peu en dessous. Je mettrais Ushoran un peu au-dessus de Neferata par rapport aux événements de la V4. Parce que là où certes elle manipule un peu des trucs dans l'ombre, Ushoran a quand même réussi à se libérer et à apporter un peu une résurgence des Flesh Eaters, quoi, clairement. Je brûle YouTube. Hein? Ah oui, d'accord. Au même niveau que Lord Croak. Oui. Clairement, il y a pas mal de choses intéressantes avec Ushoran. Déjà, si on parle des événements, on part un peu aux événements originels, un peu à l'âge des mythes. Ce qui est intéressant, c'est que Ushoran, ça a été un des vampires qui a été recréé par Nagash au tout début, après son éveil, quoi. Donc, il a recréé Neferata, Manfred et Ushoran. Et peut-être d'autres qui ont été teased d'ailleurs dans certains livres. Mais pour l'instant, c'est ceux qui ont été dévoilés clairement. Et c'est à partir d'eux que les lignées vampiriques des héros immortels ont été créées. Dans AOS en tout cas. En Battle, c'est autre chose.
Et Ushoran, il a un peu cette réputation, en tout cas durant l'âge des mythes, il avait cette réputation d'être un seigneur bon. Il avait le titre un peu de sombre paladin. Les mortels, ceux qui étaient ses vassaux mortels, le voyaient comme un bon seigneur en fait. Il était connu pour traiter bien ses sujets, aussi bien mort-vivant que mortel du coup. Et il avait un peu cette volonté de créer un genre presque une utopie un peu entre les vivants et les morts. Il avait vraiment réussi à trouver un bon équilibre. Cependant, à un moment donné, durant l'âge des mythes, il a trouvé quelque chose à l'extrémité des royaumes. En gros, il y avait des rumeurs comme quoi des individus volaient des pierres de royaume. Et il est allé là-bas, et quand il est revenu, il avait un peu... Ça dépend des versions. Certains disaient qu'il avait un peu perdu la raison, et qu'il a d'un coup déclenché une rébellion contre Nagash. Sauf que dans d'autres versions, il serait revenu complètement malade et fou. Enfin, c'est bizarre. Il y a deux versions qui se contradisent un peu. En même temps, c'est un truc qui s'est passé il y a ultra longtemps. Mais quoi qu'il en soit, Nagash a fini par l'enfermer dans une prison. Et encore une fois, il y a un peu de versions. La prison l'a rendu complètement fou. Et c'est ça qui l'aurait fait devenir le premier roi Aboran, qui aurait créé un peu la malédiction des fléchiteurs. Soit il était déjà comme ça avant la prison et Nagash a essayé de le soigner. En fait, c'est ça qui est bizarre. C'est pas clair du tout. Soit il a fait une rébellion contre Nagash. Nagash a puni dans une prison et ça l'a rendu fou. Soit il est revenu en fait de l'extrémité de Shaiish, complètement fou, et Nagash a essayé de le soigner. Donc il y a ces deux versions qui se contradisent un peu. On ne sait pas laquelle est la vraie en fait. Donc moi j'ai deux théories. Soit il lui arrivait un truc pas clair, ça l'a rendu complètement fou, et donc voilà. Mais dans le cas où il est revenu, il s'est rebellé contre Nagash, l'une des théories voudrait qu'il a découvert le plan de Nagash de réunir tous les morceaux de sable sépulcral pour créer la pyramide noire et pour lancer le nécroséisme. Et du fait qu'Ushoran était un seigneur qui aimait autant les vivants que les morts, il a peut-être voulu se rebeller contre Nagash pour empêcher le nécroséisme, et ce serait pour ça qu'il se serait rebellé contre Nagash. Donc ça ferait de lui un good guy en fait, dans le fond. Donc à voir. C'est quelque chose qui n'est pas encore bien clair. Après, pendant les événements des croisades des Hauts-Forts, du coup il a réussi à se libérer de la cour de l'été. Il a lancé un peu sa croisade de l'errance rouge, et il commence un peu à se réunir une grande force. Et dans les différents passages où on le voit, il est un peu étrange, il est un peu son esprit, il semble un peu voyager. Il est jamais vraiment là, ni pas là, c'est bizarre quoi. À un moment donné, il y a justement Astra Solbright qui lui parle un peu de son passé, du temps où il était considéré comme le sombre paladin, un roi bon quoi. Et c'est là en fait un peu où on voit Ushoran un peu son esprit
s'évader un peu, on le voit, il voit un peu dans le vide, et il se souvient de qui il était, enfin c'est bon, je pars un peu dans tous les sens, mais il est intéressant quoi. Dans son front d'ailleurs, il paraît que son front c'est un fragment de son ancienne prison que Nagash avait fait pour lui aussi, entre autres. Est-ce que personne l'a dit Annika chez les vampires? Annika? Laquelle? Toi, Gardus et les gens déjà? Oh bah parce que quand même, c'est quand même un éternel qui s'est baladé dans le royaume du chaos qui est revenu. Qui était-il dans les livres? Aborash entre autres. Aborash. Oui, oh good lord Usheran. Même dans Battle, il a toujours été quelqu'un de bienveillant. Oui, oui, oui. D'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans Battle, il a été transformé. Du coup, il a créé c'est les Strigoi, si je me trompe pas. La lignée des Strigoi. Ouais. Il me semble que c'est la lignée des Strigoi. Mais du coup, dans OS, il a été recréé dans son état de vampire normal, entre guillemets. Et une fois de plus, il a encore été transformé en quelque chose qui ressemble un peu au Strigoi, mais qui... mais cette fois-ci, c'est les Aborrants, quoi. Donc il a vraiment pas de chance, quoi. Même s'il avait eu encore une deuxième chance, là, il est retombé dans la folie, quoi. Il y a 8 Mortarks dans le fluff au total, donc tous n'ont pas été révélés, je me souviens plus. Il y a 9 Mortarks et on en a combien là? Nephirata, Manfred, Arcane, Usheran, Olinder et Katakros, ça nous fait 6. Donc il y a encore 3 Mortarks qu'on ne connaît pas. Moi j'aime bien cette théorie. Il a un peu le syndrome Gollum. Ouais, il y a un peu ça. Il parle de masque à ce moment-là, il y a une phrase chelou effectivement. Ouais, il y a plein de... Honnêtement, les Croisades des Hauts-Forts ont introduit pas mal ont utilisé pas mal de choses intéressantes sur lui, quoi. Donc... Clairement, il y a des choses qui se préparent avec lui. Lady Annika, c'est une vampirate qui aime bien le massacre, je crois. Ah, ça me dit rien, celle-là. Il a pas de chance, ou alors les scénaristes sont particulièrement cruels. Ouais. C'est la Mortark du cauchemar, mon lot de cavaille. Non, c'est pas une Mortark, le cavaille. C'est la créatrice d'une des... la chef d'une des dynasties vampiriques, au même titre que le prince Vordrai est le chef de la dynastie des Castellae, mais ce n'est pas un Mortark. Ou au même titre aussi que Radukar est le chef de la dynastie des Virkos, mais là aussi c'est pas un Mortark non plus, quoi. C'est juste les leaders de dynastie vampirique. Le Seigneur des Masques est un de ses titres, effectivement. Oui, c'est ça aussi. Il y a... bon, il a plusieurs masques dans sa tête, on va dire, c'est un peu ça le truc. Genre, il y a sa cape avec toutes les têtes de gens. Il voit ça comme sa cour. Je veux dire, il parle aux têtes qu'il y a sur sa cape. Des fois. Donc, particulier, quoi. En tout cas, un personnage que j'aime beaucoup, clairement. Mais pas son nom. Est-ce que c'est genre
Est-ce que c'est Annika... Est-ce que c'est Annika Van Kersen? C'est la figurine de Warhammer Plus là? Si c'est ça, je connais pas trop son lore. Ah ok, donc il en manque 3. Pourquoi pas Van Kersten ou Isabella? Vlad ou Isabella? Qui c'est? Qui c'est en vrai? C'est possible. Hein. Après, en fait, après Katakros et Olinder, je pensais que tous les Mortarks seraient des nouveaux personnages d'AOS. Mais ils ont ramené Oshoran. Honnêtement, ils l'ont ramené d'une manière que ça marche, quoi. Ça n'a pas été... Je trouve que c'était une bonne réutilisation un peu de ce qu'était Oshoran, quoi. Une bonne évolution, un peu. On va dire. Après, pour les 3 autres, faut voir ce que ça peut donner. Il y en a beaucoup qui... Enfin, on a pas mal parlé d'un potentiel Mortar que des Abysses. Ce serait cool, en vrai. Peut-être un petit Luthor Archon qui revient en Mortar que des Abysses. En vrai, si la Côte Vampire arrive un jour, pour moi, ce serait l'occasion de la faire sortir et sur Battle et sur AOS. Et un petit Luthor Archon Mortar que des Abysses, ce serait stylé, quoi. Mais à voir un jour. Après, à voir aussi s'ils sortent une nouvelle armée de la mort. Oui, ce serait l'occasion aussi d'en faire sortir avec des nouveaux Mortarks. C'est vraiment une figurine de perso nommé. Ah mais attendez, faut que je recherche parce que là je vois vraiment pas de laquelle vous parlez. Lady Annika Age of Sigmar. Ah oui, elle, c'est encore une autre personnage d'Ulfenkarn, comme le prince des rats. Et elle, pareil, elle a pas tellement dans son truc, c'est qu'elle est complètement tarée, quoi. Elle est un peu l'archétype du vampire qui feint un peu la noblesse. Il se cache derrière un masque de noblesse. Elle se balade littéralement avec un masque. C'est un peu ça son truc. Mais pareil, comme beaucoup de personnages d'Ulfenkarn qui ont été introduits à Ulfenkarn, il n'y a pas vraiment eu de suite depuis, quoi. Comme Radukar, quoi. Donc honnêtement, je mettrais au même stade que Radukar, quoi, si je devais les mettre. C'est vrai qu'il y a aussi le côté chauve-souris. Les Virkos sont liés à certains animaux. La plupart sont liés aux loups. Il y a les Bloodborne Virkos par exemple. Mais certains, il y en a d'autres qui sont liés aux rats. Effectivement, comme tu dis, elle est liée à la chauve-souris. Donc ils ont un lien un peu avec les animaux. Ensuite, nous avons... Ouais, mon cerveau, j'arrive plus là. Ah, j'ai oublié son nom, lui. Ah. Ah, j'ai du mal, là. J'ai fait une liste trop grande, là. Il y a trop de... Il y en a trop. Comment il s'appelle? Le juge, ouais, je sais, mais... Gormain, voilà, c'est merveilleux. Gormain, le juge suprême Gormain. Lui, il est intéressant. Parce que c'est un des rares Flesh Eaters, un des rares vampires abhorrents à avoir conscience de ce qu'il est. En fait, à différents moments, il a des flashs où il voit clairement ce qu'il est, il voit clairement ce que sont les autres vampires abhorrants. Bon. Et du coup, il joue la comédie. Il fait comme s'il ne savait pas ce qui se passait autour de lui. Mais il a pleinement conscience de ce qui se passe autour de lui des fois, en fait. Et pourquoi il joue la comédie? Parce qu'il sait, il sait très bien que si les autres abhorrents le sentent, il se ferait bouffer, il se ferait dévorer en quelques secondes, quoi.
Donc, du fait de ses prises de conscience, il y a Sekar qui a essayé de l'utiliser pour qu'elle l'aide à manipuler Ushoran. Et ce qui est intéressant, c'est que de l'autre côté, Ushoran le considère un peu presque comme son confident. En tout cas, quand il interagit avec lui, il a un peu sa confiance totale. Il y a des scènes un peu marrantes où on se demande en fait si Ushoran il a complètement grillé que Gormain l'a trahi, qu'il fomente contre lui. Et dans ces scènes, il est un peu en mode Gormain, t'es mon bro, tu vois. Gormain, t'es mon meilleur ami, tu vois. Il se confie à lui, il parle avec lui. Et Gormain, il a un peu ces moments conflictuels où il voit Ushoran un peu comme un roi, comme son grand souverain. Mais où il a aussi ces stades où il le voit tel qu'il est. Et il vacille un peu entre le sujet loyal et entre le conspirateur, quoi. Et ça varie un peu, il a ses épisodes, quoi. Et c'est marrant la relation qu'il a avec Ushoran, c'est bizarre, quoi. Et il y a des fois en fait où on se dit oui non, Ushoran l'a grillé durant les croisades des forts, on se dit ouais, Ushoran l'a grillé, il va le tuer. Et non, en fait, il le garde avec lui tout le temps. C'est hyper bizarre. C'est particulier. Gormain en anglais, je connais pas son nom en français. Ce qui est plus terrifiant encore, parce qu'il a choisi sa perruque d'Anguillette en toute lucidité. Oui, j'avoue que ça doit pas sentir très bon, sa perruque là. Mais bon. Il a conscience qu'il a des tripes qui puent sur la tête, donc oui, complètement. C'est son plus proche conseiller. En vrai, Ushoran est un personnage qui pourrait tellement casser le 4ème mur. Deadpool d'AOS. Ah, pourquoi pas. Mais en tout cas, Gormain brise le 4ème mur des illusions, du coup, des hallucinations communes des Flesh Eaters, quoi. Donc où est-ce que je le mettrais? En vrai, il est pas encore hyper développé non plus, il est pas apparu dans tellement d'histoires. Donc je mettrais là. D'ailleurs, lui aussi, je le mettrais là, en vrai. Human, je l'aime bien, mais peut-être pas à ce niveau-là, quand même. Ouais. Je pense que ça va être là. Est-ce qu'il est genre indécis envers sa loyauté avec Ushoran? Genre, il sait que son roi est un monstre physiquement, mais le côté très gentil de Ushoran le fait douter. Bah, ça va, c'est bizarre en fait parce que ça vacille. Des fois, il a conscience de ce que Ushoran est complètement taré. Il a conscience de ce qu'il est, de ce que sont les Flesh Eaters. Et il y a des fois où il se perd un peu dans la majesté d'Ushoran, quoi. Et il redevient entre guillemets loyal. Parce qu'à un moment donné, dans les croisades des Hauts-Forts, il avait fait Sekar préparait un truc justement pour neutraliser Ushoran et le réenfermer. Et Gormain était dans le coup. Sauf qu'à un moment donné, quand Ushoran a plus ou moins faim d'être blessé à retourner un peu la situation contre Sekar en mode genre il y a des traîtres parmi les vampires de Sekar. Gormain il s'est complètement retourné contre Sekar, il s'est un peu perdu dans le côté ah non le roi est blessé et du coup il s'est retourné contre alors qu'il savait que c'était un complot, quoi. Bref, il change de camp comme de chemise, quoi.
Ensuite, du coup, nous arrivons à Olinder, à Mortarque du Deuil. Alors. Olinder. Alors. Du coup, durant l'âge des mythes, Olinder, elle était, elle a un peu gravi les échelons du royaume où elle était, dont elle est originaire, et l'empire de Dolorum. Il se trouve d'ailleurs un peu à l'est de Neferratia, sur le même continent que le domaine de Neferrata d'ailleurs. Et l'empire de Dolorum, voilà, mon cerveau, je suis fatigué là. J'ai du mal. Ça fait 4 heures déjà. En vrai, il en reste tellement là. Est-ce que je ferais pas une... Je crois qu'on va accélérer. Donc, je vais essayer de me limiter à son lore le plus récent. Mais bon, grosso modo, elle s'est mariée au prince de Dolorum. Au prince héritier de Dolorum. Elle a fait assassiner le roi. Elle est devenue du coup reine avec le prince, et très peu de temps après le prince est mort aussi. Donc elle a un peu assassiné tout le monde autour d'elle pour prendre le pouvoir, pour faire simple. Et le truc c'est qu'elle a faim d'être une femme en deuil, et quand elle est morte, Nagash l'a punie en la maudissant pour qu'elle ressente toute la tristesse qu'elle a faim durant sa vie, durant sa mort de manière perpétuelle. À la base c'était une punition, sauf que ça s'est transformé en atout pour elle durant le nécroséisme, parce que le désespoir, la tristesse qu'elle irradiait était comme un phare pour les hantenuits, et en fait naturellement elle est devenue un peu une bergère des Nighthaunt quoi. Et ça a fait qu'elle a réussi à contrôler de vastes processions d'Hantenuits, et elle les a amenés à Nagash. Et bah du coup, comme il avait besoin de quelqu'un pour gérer leur nuit, il a fait d'elle la Mortarque du Deuil quoi. Mais c'est marrant que Nagash qui fait son énième châtiment cruel, ça lui donne un avantage dans le futur quoi. Comme quoi il faut qu'il continue à faire souffrir les gens quoi. Alors durant les événements les plus récents, durant la guerre des âmes, elle a libéré Katakros. Durant les Broken Realms, elle a fait une alliance avec Be'lakor, temporaire certes. Et par la suite, elle a participé à l'invasion de l'Omnipoint avec Katakros. Et ils ont réussi à reprendre la porte de Shaish, même si depuis elle a été reprise par Archaon, qui a envahi Shaish. Et depuis on ne sait pas trop elle où elle en est. Elle fait peut-être partie des défenses avec Katakros contre Archaon, on ne sait pas trop. Mais elle, je la mettrais peut-être en charisme quand même. Parce que quand même elle a participé à pas mal de choses. On connaît pas mal de choses sur ses origines, même si là je suis parti un peu rapidement dessus, donc je vais mettre pas en charisme. Et il faut vous calmer les gars. Il faudrait peut-être prévoir une autre séance, rien que les deux grandes alliances qu'il reste à traiter. Il y a un paquet de persos à voir. Elle a une intrigue avec Be'lakor aussi dans Broken Realms. Ouais, effectivement. Ouais, elle fait une alliance temporaire. Reikhenor. Reikhenor, je vais aller un peu plus rapidement. Reikhenor, je vais le mettre ici. C'est un ancien seigneur mage. C'est un seigneur un mage du domaine de la lumière. Il a essayé d'user de la magie pour prolonger sa vie.
Il y a qu'à voir ce qui s'est passé pour les Catophrane de la Cité Miroir. Nagash aime pas ça du tout. Et du coup, il s'est fait maudire et il s'est retrouvé il est devenu un Night Owl, quoi. Parce que beaucoup des Night Owls sont un peu des criminels que Nagash a punis. D'ailleurs, merci des trousseurs pour le follow. Ça fait une petite heure, mais merci. J'ai vu maintenant. Pour le follow sur Twitch. Dans les événements récents, Rekenor a attaqué la cité de Garde-Braise en passant par une porte au royaume qui sommeille dans les profondeurs de Garde-Braise. Il a fini par être repoussé par la Pontifex, cela dit. Donc, je pense que c'est un personnage intéressant, un personnage nommé des Night Owls. Il manque un peu de personnages nommés, je trouve, quand même. Il y a aussi le mari, c'est vrai que j'avais pas dit, mais en personnage nommé de Night Owls, il y a aussi le mari d'Olinder, le roi Vol. Mais il est muet. Son truc, c'est que c'était un roi qui a pas mal il me semble qu'il vénérait Sigmar. Il a été puni par Nagash de devenir un roi. Il ne pourrait jamais mener une armée, en fait. Il a été un peu lié à Olinder et il est contraint de la servir, quoi. Mais voilà, sans plus. C'est pour ça que je l'ai pas mis dans la tier list, quoi. Rekenor, il avait un peu plus il apparaît un peu plus de fois dans les événements d'AOS, quoi. Pour le coup, sa punition était totalement méritée. Je trouve pas que Nagash ait été cruel. Pour Linder, ouais, c'est vrai qu'elle a un peu, elle s'est un peu fait karma, clairement. C'est peut-être une des rares fois où Nagash était peut-être justifié dans son truc. Et techniquement, le karma lui a été rendu. Il a eu un commandant pour les retenus, quoi. Des criminels selon la conception singulière de Nagash, oui. C'est vrai qu'il faut pas faire grand chose pour être un criminel aux yeux de Nagash, mais bon. Ensuite, nous avons Arcane. Arcane, Mortarque des Sacrements. Donc, comme on l'a dit, le truc le plus récent qu'il a fait, Arcane, au final, c'est les événements des Broken Realms où il s'est fait balancer dans l'extrémité de Ish. Donc, pour l'instant, Arcane, j'ai limite envie de te dire, t'es où, Arcane? Parce que depuis, on n'a pas de nouvelles. À un tel point qu'à un moment donné, j'étais en mode... du coup, il est mort définitivement. On sait pas trop. Donc ouais, Arcane, ça va être un t'es où? Et encore, il est présent dans la guerre des âmes. J'ai beaucoup aimé ses dialogues durant la guerre des âmes, aussi dans les livres les premiers des morts. Mais en vrai, c'est pas un personnage non plus... C'est quand même un Mortarque, il a une histoire intéressante, c'est pas un personnage à ce point-là, c'est juste qu'on sait pas du tout ce qui lui est arrivé après les Broken Realms, quoi. Peut-être pas un personnage qui mérite un Théo, clairement pas. Mais est-ce qu'il mérite le charisme pour autant? Ouais, non, je pense que c'est un personnage qui mérite qu'on en sache plus. Non, je pense que ça va être en B. Arcane n'a pas fait de Yuzo. Bah quand même, il était là pendant 3 versions. Et comme je dis, il apparaît dans pas mal de livres, pas nécessairement dans des événements capitaux, même si pendant la guerre des âmes, il fait un truc assez intéressant quand même. Sans spoiler le livre, parce que sinon, franchement, s'il y a parmi les livres à vraiment lire qui sont traduits en français, La Guerre des âmes, je vous recommande quand même pas mal. S'il était mort, ils auraient supprimé les affiches. Non,
pas nécessairement. Kragnos, par exemple, il est pas là narrativement, sa figue est encore jouable. Pareil pour la Pontifex Zenestra. Donc ça veut rien dire au final. Mais nous verrons ce qu'il en est. Catacross. Catacross, bah, on a fait un War Saga sur Catacross. Honnêtement, si vous voulez vraiment toute l'histoire de Catacross, je vous recommande le War Saga que j'ai fait sur lui. Les événements les plus récents, du coup, c'était sa fameuse prise de la Porte de la Fin à l'Omnipoint, qu'il a du coup récemment perdu face à Archaon, et maintenant il se trouve potentiellement à Gothizar, ou en tout cas en territoire de l'Empire Ossiarque, et il organise des défenses contre Archaon. Donc moi je le mettrai en charisme quand même, parce que clairement il a obtenu des victoires contre les forces de l'Œil éternel, mais c'est pas rien. Et ouais, je pense qu'il est bien là. Il est bien là. Tu crées la catégorie Théo Arcane. Un trait d'esprit vieux-zo, le mec c'est une liche. Oui, j'avais compris. Oui, mais Kragnos c'est pas mort. Puis regarde Vendus, il a plus de figues ou profil actuellement. Oui, mais il est pas mort non plus. Il est pas mort, pour autant il a pas de figues. Enfin, ça veut... Je pense que ça veut pas dire grand chose au final, ça. Charismatique, oui, je pense que il est pas mal, Catacross, clairement. Je me mettrais peut-être un peu par là, ouais. Ouais. Ensuite, nous avons Gordrakk, le point de Gork. Il y a eu plusieurs déboires, Gordrakk. À un moment donné, c'était un peu le chef de guerre majeur de la destruction, jusqu'à l'arrivée de Kragnos, qu'il a un peu fait descendre dans la hiérarchie, on va dire, de la destruction. Mais par la suite, il a réussi à prendre la porte-gueule, du coup c'est Forgatrak, c'est un dieu animal qui a l'omniporte menant à l'omnipoint dans sa gueule. Et du coup, il a réussi à prendre le contrôle de la partie de la porte de Gur à l'omnipoint. Et d'ailleurs, récemment, dans la chancellerie, dans la chronique de la ruine, il est justement à l'omnipoint en train de combattre les forces d'Archaon. D'ailleurs, c'est marrant, on le voit un peu avec son groupe, genre il a différents... parmi ses généraux, il a des Crawl Boys, il a des Mâche-Fer, il a même des Hobgrottes avec lui. Et ce qui est marrant, c'est que son crew, il est un peu instable, tu vois, genre il a pas les meilleurs comme il avait avant que Kragnos arrive. Il a un peu des nouveaux bras droits, des nouveaux officiers entre guillemets qui sont pas au niveau de ce qu'il avait avant. Et il y en a d'ailleurs qui l'ouvrent un peu trop pour lui, mais il fait avec, quoi. Et c'est assez marrant à un moment pendant le combat, il fait face à un prince démon. Il se retrouve à pied sans sa monture. Et il a un peu du mal contre le prince démon, mais il arrive quand même à tenir en face à face avec un prince démon. Et à un moment donné, il est en difficulté, il se fait sauver par un Hobgrotte. Et ce qui est marrant, c'est que tout au long de l'histoire, il crache sur les Hobgrottes. Et au final, un Hobgrotte arrive à backstab le prince démon et lui donner l'avantage qu'il faut pour l'achever. Et du coup, il déteste toujours les Hobgrottes, mais il aime bien celui-là. Donc, ça c'est marrant. Je le mettrais
Ah, je mettrai en charisme, mais je sais pas si je le mettrai en légende, quoi. Parce que... Ouais, je sais pas. Bébou. Pas encore fini. Gordrak, pas de news dans le BT, c'est pareil que dans les mêmes infos que dans la chronique. Ouais, c'est ça. En gros, il est à l'omnipoint et il se fout sur la gueule, quoi. Ouais, je pense qu'il est bien en charisme. Je propose une deuxième partie au lieu de couper dans le gras. Plus de contenu, c'est mieux que du speedrun de tier list. Je peux prendre un peu plus mon temps si vous pensez que je vais un peu trop vite. Mais là, on a fait le plus gros, hein, on arrive vers la fin. On arrive vers la fin. Ensuite, on a Gobsprak. Alors Gobsprak dans les événements les plus récents. Donc Gobsprak c'est un peu le chef des Cruel Boys, en tout cas l'un des plus grands chefs de guerre Cruel Boys. Il a surnom de la bouche de Mork. Il a d'ailleurs la particularité de pouvoir parler un peu toutes les langues, même les langues mortes. Donc certains voient ça comme une bénédiction de Mork. Après, c'est peut-être possible parce qu'il a la main d'un duc de changement. Ça pourrait peut-être être dû à ça, justement. D'ailleurs, on sait pas trop comment il arrive à maintenir la main d'un duc du changement dans la réalité, parce qu'en principe, elle aurait dû se retourner dans le royaume du chaos. Donc c'est peut-être ça qui lui donne un peu ses pouvoirs particuliers. Mais en tout cas, ça lui a permis de communiquer avec Kragnos et de le manipuler. Dans les événements récents des croisades Éofor, avant que Kragnos se fasse réenfermer, ils avaient découvert des indices sur le fait que des Drogouk, du coup le peuple de Kragnos avait survécu et était peut-être à Giran, le royaume de la vie. Il avait trouvé du coup des indices sur leur potentielle survie. Sauf qu'il a ordonné aux Cruel Boys d'effacer ces traces pour pas que Kragnos s'y trouve et donc pour pouvoir continuer à le manipuler, quoi. Parce qu'une fois que Kragnos aurait trouvé les Drogouk, il aurait sûrement plus besoin de lui, quoi. Donc lui en vrai je le mettrais dans le charisme. Il se balade avec la main d'un duc du changement. Ouais, c'est quand même stylé. Ensuite, nous arrivons au roi Louf, Skragroth. Le roi Louf, du coup, le héros un peu des Gloomspite qui entend les voix de la Bad Moon. En vrai, dans les événements récents, il n'y a pas eu grand chose. Il y a eu une short story sur lui où il est un peu dans son asile. Il y a un endroit où il enferme différents sorciers, différents voyants, des astrologistes, différents individus un peu qui sont compétents et qu'il connecte un peu, il les enferme dans cet asile. Ils sont un peu un endroit où il y a plein de champignons, il y a des champignons qui poussent dans leur tête, ils sont tous un peu fous. Du coup ça les rend un peu malléables en gros. Et il se sert en fait d'eux notamment pour prévoir les apparitions de la Bad Moon. Certains le voient comme un prophète parce qu'ils pensent qu'ils voient la Bad Moon arriver, mais en fait c'est parce qu'il a plein d'individus qui sont capables de voir l'avenir ou d'entrevoir des briefs de l'avenir qui lui permettent de prévoir où est la Bad Moon. Et justement pendant avant l'arrivée de la Malruine d'Escavan, il va dans cet asile et il voit que certains commencent un peu à entrevoir quelque chose qui arrive, justement du coup c'était la Malruine. Et à un moment donné il y a un des
des membres de son asile, qui a un truc qui explose et il passe à deux doigts de la mort d'ailleurs. Et il était un peu vénère, du coup c'était un piège d'Escaven. Et du coup il est assez vénère et on comprend plus ou moins qu'il va partir en guerre un peu contre l'Escaven. Donc c'est plus ou moins ça qui se passe dans son lore le plus récent. Après chez Tsinch, une main en moins, une main en plus, ça va venir les membres. Ouais. L'Asprey dans l'été il traîne autour des C6 soit pour le raser, soit pour récupérer les réserves miroitant pour en tirer des prophéties où il attend Kragnos, on sait pas trop. Donc pour l'instant il est en stand-by quoi. Ok. Alors lui, je trouve que Skragrott il est pas aussi développé quoi encore. J'aimerais bien il manque un peu des trucs quoi, je trouve. Peut-être réfléchir. Non, je pense que je vais le laisser là. Pour l'instant. Ensuite, on a Drogs. Du coup, des Sun Champa. Alors, lui, j'ai parlé un peu pareil de son lore dans le lore actu que j'avais fait sur justement le reveal des Gunspite. En vrai, ce qui est intéressant, c'est pas tellement Drogs, parce que en fait, le Drogs actuel, c'est le Drogs numéro 57, où il y en a eu je sais pas combien avant lui. Et c'est plutôt le Jarnfang, du coup la monture, c'est plutôt en fait lui le cerveau de la bande quoi. En fait, c'est lui qui choisit les Drogs et c'est peut-être plus ou moins lui qui commande en fait, vraiment. Donc pour moi ça va être un ici quoi. Et c'est pas qu'il est pas encore assez exploité, il vient d'arriver, mais à voir ce qu'ils vont en faire quoi. Un peu charismatique. Non, peut-être pas à ce point-là. Il est sympa, mais il n'y a pas assez pour le mettre en charisme. À voir si le BT Gibbs ne lui donne pas des petits events en plus. Oui. J'ai une question. J'ai une théorie pour le loup. Est-ce que ce serait pas une bête divine, père des loups, un truc dans le genre? Je pense pas que c'est un dieu animal, mais il est plus ou moins sous-entendu que ça pourrait être un descendant d'un dieu animal, un peu comme le Thanatorg avec Abraxia. Et si c'est le cas, je serais pas étonné que ce soit potentiellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, lié à Runespool, le dieu animal qui est lié au Virkos, parce que eux aussi ils ont plein de loups, un peu balafrés à la même manière que Jarfang. J'ai oublié le nom exact du loup. Mais ouais. Potentiellement, je pense qu'il y a peut-être un lien avec la divinité des Virkos. Ouais, c'est sympa le fait que c'est le loup en fait le chef. Hop. Ensuite, nous avons Trug, le roi Trogos, qui pareil est aussi apparu durant les croisades Éophores. Donc son truc, c'est qu'il s'est éveillé avec une... En fait, il a dormi pendant des milliers d'années. Et par-dessus lui se trouve un peu une machine étrange qui semble un peu être une machine... On sait pas trop en fait, ça a différents effets qui sont liés aux différents vents de magie. Et cette un peu machine arcanique qu'il a sur son dos le pousse à attaquer différents lieux de pouvoir,
Parce que à cause de la machine, il pouvait sentir les lieux de pouvoir et ça lui donnait des migraines, ça le rendait enragé. Et le truc, c'est que ça a contribué à affaiblir la toile géomantique et à permettre aux Skaven de plus facilement créer la rogne à Akshi. Donc il y en a qui pensent que c'est potentiellement les Skaven qui ont comploté pour que ce truc soit sur son dos. Mais on n'est pas encore sûr. C'est pas encore. Pourquoi ils ont fait ça. Si ça a été volontaire, après si ça se trouve c'est juste un hasard. C'est juste peut-être une civilisation ou une tribu qui avait posé cet hôtel et qui savait pas qu'il était en dessous quoi. Ça se trouve c'est juste un hasard. Après moi j'ai vu qu'il y a rien qui a été dévoilé par un éventuel lien entre lui et les Skaven. Moi je me suis toujours demandé, il y a peut-être un lien entre lui et les nains du chaos. Parce que justement dans la région où il s'est éveillé, non loin il y a justement une cité d'Ashut. Donc c'était peut-être l'œuvre des Ordins du chaos. Peut-être. Le fameux roi des trônes. Pas gaffe à suivre, ouais c'est un peu ça. Pas le rituel de la vie qui l'a éveillé. Oui, je dis, je suis pas sûr que c'était le rituel de la vie. Possible. Mais après, la machine, c'est différent. C'est encore autre chose. Les lignes théoriques des différents plans. Issues d'une théorique, oui, c'est ça. Les lignes géomantiques. Donc, lui, ça va aller là. Il va y avoir beaucoup de personnages qui vont aller là, mais bon, il y a beaucoup de personnages qui... il nous manque un peu la suite, quoi. Il y a beaucoup de graines qui sont plantées, mais ouais, il faut s'en... Mais il y a beaucoup de questions qui sont posées bien souvent, mais il y a très peu de questions qui sont répondues. Malheureusement, c'est un peu ça. Mais ça fait qu'il y a toujours beaucoup de possibilités et ça donne toujours envie de voir un peu comment ça va évoluer, quoi. J'avais cru lire qu'une ancienne civilisation l'avait pris une manifestation divine alors qu'il était endormi et il avait construit un hôtel sur son dos. D'accord. Parce que c'est vrai qu'il a... il serait presque préhistorique, il est ancien, il est très ancien à ce niveau-là. Genre, on parle peut-être sur le début de l'âge des mythes, quoi. Il y a ce côté où il y a les différents symboles qu'il y a dans sa peau, c'est vraiment... ça a vraiment été fait par il y a des milliers d'années, quoi. Donc ouais, ça se trouve, c'est ni les Skaven, ni les Ordins du chaos, mais c'est peut-être juste une ancienne civilisation... début de l'âge des mythes. J'espère qu'on aura les nains du chaos cette année. Peut-être, hein, qui sait. Peut-être. Oui, c'est clairement le plus vieux. Il n'y a pas de doute possible. Maintenant, alors, donc voilà au roi Brod. D'ailleurs sur cette image il y a une cuisse très musculeuse, hein. Ouf, l'angle là de l'artiste, c'est il est thick. Du coup le roi Brod, qui est l'un des méga-garants les plus anciens. Il était là quand Behemoth les a vomis.
Et d'ailleurs, lui, alors qu'il était là, croit fermement que Behemoth les a créés, qu'il est leur père. Et il a une grande rancune envers Sigmar, parce qu'il le considère comme responsable pour la mort de Behemoth, en fait. C'est-à-dire pour ça qu'on le voit attaquer différents avant-postes de différentes colonies de la cité de Sigmar durant les croisades d'Eofor à Ghyran. Et c'est là qu'il a son affrontement, notamment avec Gardus. Il se fait sacrément endommagé par Gardus, mais il n'est pas mort. Il a peut-être un bon trauma crânien, mais il est toujours là. Il y a pas tellement plus de choses autour de lui. En même temps, c'est un Gargan. Il n'y a pas vraiment tellement de choses autour. Vu qu'il était là, je vais le mettre là, un peu en bas. C'est limite pas encore assez exploité pour moi. Il était au moins là durant les croisades d'Eofor. C'était déjà ça, quoi, durant les événements récents. Donc je vais les mettre ici. Cette cuisse de bœuf, ouais, c'est un peu ça. Il est plus vieux que Kragnos. Ouais, ça c'est fort possible. Vous croyez qu'on peut nourrir combien de personnes avec sa carcasse? Oh, ouais, ça... certains des méga gargants, ils sont dit comme étant assez grands pour que leur tête atteigne les nuages. Et Brod est décrit comme l'un des plus grands méga gargants. Donc il est plutôt grand, je pense. Je crois qu'il regarde se demandant qui est Trug, ce gosse énervé. Peut-être, hein. Ils sont pas omniscients pour autant, les Stans. Ils savent beaucoup de choses, mais ils sont pas omniscients. Vous croyez qu'il y en a combien des bestiaux pareils? Des méga gargants? Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Je pense qu'ils sont quelques centaines, tu vois, dans les royaumes, mais ça suffit parce que l'un d'entre eux peut potentiellement conquérir une petite ville, quoi. Donc c'est déjà pas mal, quoi. Alors, nous voilà à l'élu éternel, Archaon. J'ai pas mal parlé de lui, un peu de ses actions entre les événements de battle et de l'âge de Sigmar dans la vidéo sur le multivers, sur la vidéo de battle à AOS, où je parle un peu justement de ses actions après avoir détruit le monde de battle. Il passe par les royaumes du chaos et il commence un peu à les envahir et à détruire d'autres mondes à travers un peu les différents univers connectés au royaume du chaos. Et ensuite, on a ensuite bien sûr ses actions dans l'âge de Sigmar, où il affronte Sigmar. Du coup, c'est pas encore l'âge de Sigmar, c'est plutôt au siècle rouge, où il affronte Sigmar, où Sigmar, du coup, on voit d'ailleurs un peu sur l'image de leur affrontement, Sigmar perd le Galmaraz, et du coup, il le retrouvera plus tard à Shamon. Après ça, après le siècle rouge, Archaon, bon, il détruit pas mal d'avant-postes dans les royaumes, mais ensuite il commence à chercher un plan pour affaiblir les défenses d'Azir, parce que du coup Sigmar a complètement fermé toutes les portes d'Azir, quoi. Il a eu l'aide d'ailleurs de Teclis et de Malérion. Il y a plein d'enchantements, il y a quasiment aucun moyen d'entrer en Azir, quoi. Donc il cherche un plan. Potentiellement il voulait utiliser la Varanite pour détruire un peu les protections d'Azir.
Et potentiellement, peut-être que les Skaven aussi vont aider dans ce sens. Et donc peut-être bien que bientôt Archaon va lancer une invasion d'Azir. Ça ne saurait arriver, ça ne saurait tarder. À mon avis, un jour ou l'autre, on va la voir, la petite invasion d'Azir. Pas la petite, l'invasion d'Azir tout court. Ah, Archaon c'est légende, oui, Archaon ça va être légende. À mon avis, 3 bons gros champs. Archaon le destructeur, le Abaddon Fantasy, l'éternel recueilli. Bah, je dirais pas que c'est l'abandon de Fantasy. Hein. Parce que lui, au moins, il réussit ce qu'il entreprend. Parce que j'ai compris, tout ce qu'Abaddon a jamais fait, à chaque fois, il s'est loupé. Je veux dire, même l'histoire de Bousier Cadia, au final, il y a encore un morceau de Cadia avec des gens dessus. Donc, non, pour moi, c'est Horus. Hein. Si vous voulez vraiment une comparaison avec 40K, c'est Horus. Hein. Donc, ouais. Tac. Il va aller là. Hein. C'est un mec qui place des germains suplex à des dieux alors que lui-même n'en est pas. Hein. Ouais, c'est un peu ça. Mais calme-toi, Lucas. Pourquoi est-ce que tu es grossier à chaque fois comme ça? S'il fait son invasion, il y aura Gordrak pour le prendre par derrière en marteau contre l'enclume des éternels. C'est vrai que lui aussi, dans la short story sur Gordrak, il avait c'est vrai que j'avais oublié ça. Il était à l'Omnipoint parce qu'il cherchait justement à aller à Azir, Gordrak, parce qu'il voulait affronter Sigmar. Donc ouais, quand Archaon va ouvrir un passage vers Azir, il va y avoir aussi Gordrak. Enfin, je pense que ça va être un sacré boxon, quoi. Ensuite, nous avons Abraxia, la lance de l'élu éternel. Pareil, j'ai un peu plus parlé d'elle dans la vidéo récente sur le lore V4 du Battletome des Steps of Darkness. Et du coup, récemment, dans les Croisades d'Eofor, elle a attaqué vers du gris. Elle a eu un souci, elle s'est fait blesser par Beltanos. Il a empoisonné. Et elle a petit à petit commencé à perdre la raison. Il a empoisonné du coup avec la malédiction. Il avait enduit, je pense, du coup une de ses armes de sang réel. Il a infecté avec la malédiction d'Ushoran. Ce qui est intéressant, ça, par contre, du coup, que Beltanos ait utilisé le sang corrompu d'Ushoran pour empoisonner un gars de l'ordre qui utilise la malédiction d'un gars de la mort pour empoisonner un gars du chaos. C'est marrant, quoi. C'est là qu'on voit que c'est un chasseur, Beltanos. Et donc elle a commencé un peu à perdre la boule, Abraxia, qui était d'ailleurs très dangereux parce que si elle maintient pas sa concentration, la lance qu'elle porte peut la corrompre et la transformer en enfant du chaos. Et donc elle était un peu en mode panique. Elle a fini par attaquer du coup la cité du Phénicium, où elle a d'ailleurs dévoré les rémanents de la flamme de l'Ourphénix qui lui a permis de guérir de la malédiction d'Ushoran. Et maintenant, en fait, elle a pris le contrôle elle a une nouvelle forteresse à la place du Phénicium qui s'appelle maintenant Noir Bûcher. Et de là, elle a pour objectif d'attaquer les autres cités de Sigmar de Ghyran. Donc moi, je le mettrais en charisme. Hein. Ouais. Ça va aller là. Hein. Abraxia. Alors Abaddon utilisait les croisades noires pour faire diversion à l'Imperium pour cacher ses vrais buts de guerre. Ok. Je veux que Gordrak souhaite affronter Archaon comme échauffement, donc il y a moyen qu'on ait un super gros duel. Ouais, ce sera sympa.
Prendre le Phénicium alors qu'on est introverti, beau palmarès. Ouais, en vrai, alors qu'elle était à moitié en train de perdre la boule, prendre une cité de Sigmar, une des premières cités de Sigmar, et d'ailleurs c'était une cité de Sigmar assez bien défendue, s'en est bien sorti en vrai. Ce qui serait une première, je crois qu'on n'a jamais vu Archaon affronter un personnage nommé de mémoire. Il a affronté Katakros. Il a affronté Sigmar. Non, quand même, il a affronté des grands bonnets. Hein. Et ça voulait dire qu'elle possède maintenant des pouvoirs de l'Ophénix. Alors, ce qu'elle a dévoré, c'était les rémanents de l'énergie de l'Ophénix. La flamme de l'Ophénix a été ramenée à Ish, sans doute auprès de Tyrion. Elle a dévoré en fait les restes qui restaient un peu des braises à l'endroit où était la flamme de l'Ophénix. On va dire. Qui avait été absorbé, c'est vrai que ça avait été absorbé par un des gardes phénix du coup du temple qui était un peu transformé. Et il les avait, du coup ça l'avait renforcé et elle a dévoré ce garde phénix spécifiquement. Et par intermédiaire, elle a dévoré l'énergie restante de la flamme. Désolé, je m'en mêle un peu les pinceaux. Et ça, c'est ce qui a permis de la soigner. Donc après, est-ce qu'elle a des pouvoirs liés à l'Ophénix maintenant Je pense pas. Bah, ça lui a peut-être apporté une bénédiction du chaos qui s'est liée un peu à ça. On verra dans le futur. Après, elle n'était pas toute seule, il y avait l'avant-garde guerrière. C'est vrai qu'elle commande le premier cercle de l'avant-garde, du coup. J'ai un peu parlé des différents, et du coup, il y a 8 cercles. J'ai parlé un peu plus en détail des différents cercles. Pareil dans la vidéo sur le lore V4 du Battletome de Save the Darkness. Mais du coup, c'est la commandante du premier cercle. Alors, accès à son sens, c'est de la varanite en fusion dans les règles. Ouais, en même temps, elle a une lance en varanite. Donc, il me semble que c'est peut-être le Thanatorg de l'histoire de la varanite en fusion. Mais ouais, dans tous les cas, la varanite, c'est une pierre de royaume extrêmement mutatrice. C'est une pierre de royaume du chaos, un peu comme la Malpierre, mais là où la Malpierre, c'est un peu l'énergie chaotique destructrice, la varanite, c'est l'énergie chaotique mutatrice, quoi. Moi, j'ai parlé un vrai 1v1. Et ils ont eu un V1. Sigmar a eu un V1 avec Archaon. Mais à un moment donné, il y a eu un truc de Tsench où il a perdu son marteau. Il y a eu une illusion. Et Katakros l'a affronté à la fin de la V2, justement quand il a envahi l'Omnipoint. Et Archaon a réussi à briser son corps avec la tueuse des rois. Sauf que du coup, il a un peu différents corps. Il peut, en tant que Mortark, Katakros peut faire voyager un peu son âme dans différents corps. Même si du coup les coups de la tueuse des rois ont été un peu imprimés dans son âme. C'est-à-dire que même maintenant, quand il change de corps, il ressent toujours les coups que lui a asséné Archaon. Et les corps dans lesquels ils sont maintenant se détériorent. Depuis qu'il a été frappé par la tueuse des rois. Et il est obligé de changer de corps régulièrement au fur et à mesure à cause de ça. Donc il en est vraiment pas sorti indemne en fait de son affrontement avec Archaon. Le sang de Varanite viendrait du Thanatorg. Oui, il me semblait que c'était un peu une histoire comme ça. Parce que le Thanatorg, du coup, serait potentiellement un descendant de Varantax. Non, ouais, c'est ça, Varantax.
qui est du coup la créature, enfin, c'est dans le corps de ce dieu animal que se trouverait la varanite. Et c'est de cette créature, apparemment, Archaon aurait nommé la Varanspire et la Varangard après cette créature. Ce qui est un peu étonnant, je trouve, quand même. Pour un jour qu'on ait une histoire là-dessus, parce que c'est curieux. Mais ouais. Archaon aussi fait un AV avec Nagash, c'est vrai aussi, il a fendu le crâne à Nagash. D'ailleurs, à ce moment-là que Vordrai a tenté sa chance au backstab Nagash. Mais ouais. Maintenant, Be'lakor, le premier prince. Alors, Be'lakor est surtout un peu entré en scène dans OS au moment des royaumes brisés. Où notamment il a fait sa fameuse tempête qui empêchait les éternels de pouvoir retourner vers Azir et qui lui a permis de voler des âmes éternelles. Il a d'ailleurs ensuite réutilisé pour créer Eternus, un peu une genre de parodie d'éternel, mais du coup du chaos. Et il a aussi attaqué Vindicarum. Il a failli faire tomber Vindicarum d'ailleurs, mais avec l'intervention in extremis des Caradrons et de Grogny, il a fini par battre en retraite. Il a aussi corrompu le 8e cercle du coup de la Varangard, qui est maintenant à son service. Donc le 8e cercle des Vanguards d'Archaon. On a eu un peu plus d'infos aussi sur la forteresse qui est à Ulgu. J'en parle aussi d'ailleurs dans la vidéo sur le lore V4 des Celts of Darkness. Donc et surtout il cherche un peu à saper l'autorité d'Archaon. Il a toujours voulu devenir l'élu éternel, donc il cherche un peu à rabaisser un peu à saboter Archaon pour pouvoir prendre sa place quoi, aux yeux des dieux sombres. Donc pour moi je vais le mettre en haut charisme, mais je le mettrai pas en légende personnellement. Be'lakor, rageux ultime. Be'lakor, c'est du même niveau que Neferata, donc légende aussi. Il a mis en place les cieux maudits, ultra impactant pour les Stormcast. C'est vrai que ça les a forgés, ça les a forcés à créer de nouveaux types d'armures pour pouvoir pallier à ce fameux sort, ces fameux nuages. Clairement une légende. Oh, c'est une légende. Je sais pas, parce que... je sais pas. Parce que dans les événements récents, dans les V4, il est pas vraiment actif, quoi. Je sais pas. Je sais pas. Si vous avez un argument, dites-moi. Ensuite, on a Gunnar Brand. Donc, le chef de la tribu des Brand. Et aussi de l'alliance un peu des tribus du Tison. Pareil, je parle un peu dans la vidéo VK des Celts to Darkness. Lui, il en a gros contre les Skaven. En gros, les Skaven ont manipulé certaines tribus noires serment pour les aider à corrompre des dieux de pouvoir pour l'arrivée de la rogne et de la malruine. Et du coup, lui et du coup et différentes tribus ont juré de se venger des Skaven. Donc il est à la chaîne adamantine, un peu à la frontière de la rogne,
et il tue un peu tous les Skaven qu'il peut, quoi. Il est intéressant quand même aussi Brand parce que c'est un noir serment qui ne vénère pas vraiment les dieux sombres. Il fait un peu des serments envers les dieux sombres pour pouvoir avoir la force qu'il faut pour protéger les siens, mais il ne cherche pas, il cherche pas à tout prix à obtenir leur faveur. Au contraire, il cherche à obtenir le moins possible, juste ce qu'il faut pour le rendre assez fort pour survivre et protéger les siens, quoi. Donc il est un peu, il est un peu sur le fil du rasoir. Vous voyez, il essaie de faire attention à pas trop tomber d'un côté ou de l'autre, quoi. Pour moi, charisme. Le bon Gunnar. Gunnar est un personnage intéressant, mais pas assez développé encore. Il n'a pas accompli grand chose pour le moment. Vous croyez qu'il pousse combien de temps à la salle, le Gunnar? Voilà, il est. Ouais, il a eu quelques petites bénédictions hein, pour gonfler, on va dire. Le Gunnar. D'ailleurs, il apparaît dans un épisode d'Hammer Bolter aussi, dans l'épisode Monster. Qui est aussi intéressant. Ouais, je pense que ça va être un Will Watch. Il va être là, il est pas mal, là, en vrai. Oui, il sera pas mal ici. Korgus School, moi je vais le mettre en légende. Korgus School, il a enfin réussi son ascension en tant que prince démon de Khorne maintenant. D'ailleurs, Battletome de Khorne, c'est une des prochaines sorties, donc moi je veux voir Korgus School en prince démon, c'est pas négociable. Donc ouais, Korgus School qui était le seigneur de guerre de Khorne qui a ouvert la porte aux légions de démons dans le royaume du feu. Du coup, c'est une des personnes qui est responsable pour ça. Il a promis à Khorne un peu de lui offrir Akshi. Il était vraiment pas loin de devenir prince démon au début de l'âge de Sigmar, mais l'arrivée des Éternels a un peu fait cafouiller ses plans. Et du coup, il était vraiment à ça de devenir prince démon. Et à la fin des croisades au fort, Khorne lui a un peu fait une fleur, j'ai l'impression quand même. Il était en mode allez, tu me donnes le dernier crâne de quelqu'un que je veux et t'es prince démon. Et du coup, il a demandé la tête de Gabriel sur Art. Et le voilà maintenant prince démon. À voir à quoi il va ressembler. Mais j'ai très hâte personnellement. Il est pas encore démon sur le dessin. Non, là il a reçu pas mal de bénédictions. Techniquement, sa vie a été allongée. Il a plusieurs siècles maintenant Korgus School, donc il est pas invulnérable, mais il a plus ou moins reçu. Normalement, il a reçu l'immortalité de la part de Khorne. Mais ouais, là, il est pas encore en prince démon. Donc je sais pas ce que ça va donner visuellement quand il sera vraiment un prince démon, mais on verra. On va finalement apprendre qu'il a pris la forme d'un petit diablotin. J'espère qu'ils vont pas le sortir du fluff. Non, je pense clairement prochain BT, un des 3 prochains BT, ça a l'air d'être le BT de Khorne. Non, je dis bêtise, attendez. D'abord il y aura Idonet, ensuite Nighthaunt. Et ensuite, dans les prochains, il y a Khorne. De ce qu'on a vu dans les Battletomes teasés. Donc ouais. Ouais, moi je le mets en légende là. Il est bien. Ensuite, Skarbrand. C'est peut-être pas la bonne image ça, même si pas mal. Ouais. Il a un beau croupion, Skarbrand. Skarbrand, du coup, qui est un peu la balle de Khorne qu'il lance un peu partout quand il veut de la baston. Il a été assez actif durant les. On a pas mal parlé de lui durant les guerres des portes.
Ionis d'ailleurs, les Éternels ont essayé de faire en sorte qu'il reste enfermé parce qu'il était enchaîné, il me semble, par des serviteurs de Khorne justement, dans l'attente qu'il soit envoyé dans une autre. Il me semble que c'est des serviteurs de Khorne, je suis pas sûr, j'ai un doute. Mais ouais, il a été enfermé avec des chaînes d'airain justement dans l'attente qu'ils soient envoyés dans une autre bataille. Mais depuis, moi je vais le mettre en TO parce que depuis, on sait pas trop où il est, quoi. Il est pas vraiment intervenu plus que ça depuis. Donc, ouais. Valkia, pareil, on l'a vu elle a été active durant les guerres des portes. Elle a même fait une alliance temporaire avec Ionis. C'était assez surprenant pour le souligner. Mais depuis, elle n'a pas été rementionnée. Elle a été mise dans les Legends d'ailleurs. Elle va sûrement être transvasée pour Battle, quoi. Donc, moi, je vais la mettre aussi en TO, clairement. Fesse d'acier. Oh le cul. Oh le cul. Prince démon sous forme de moustique. Oula, ce sera un peu. Ça perdra un peu de flow quand même. Pour Ghoul, ça vient. Seigneur de Khorne. La démodification ça arrivera quand elle arrivera, donc fais pas chier. C'est un peu ça, ouais. Gavant, c'est légendes en principe, vu c'est OP. Mais il a pas fait grand chose sur AOS. Oui, c'est ça en fait, c'est surtout ça. C'est par rapport au Lord AOS. Ça fait pas de lui un mauvais personnage ou quoi que ce soit. Parce qu'avant il est tellement dangereux que même Khorne le maintient enchaîné. Ouais, c'est un peu ça. Après bon, Khorne le respecte pas trop quand même, parce qu'il le balance, c'est un peu sa bitch, hein, il le balance où il veut, quoi. Mais bon, ensuite on a Dexessa et Sinessa, la voix de Slaanesh et la grille de Slaanesh. Alors ils ont été assez actifs dans les Royaumes Brisés. Ils ont pris le contrôle temporairement d'Excel 6. Mais depuis, on n'a plus trop entendu parler d'eux, honnêtement. Ce qui est un peu décevant parce qu'ils étaient un peu établis. C'était un peu les enfants de Slaanesh, quoi. Je m'attendais à les voir beaucoup plus actifs. Depuis, on n'entend plus trop parler d'eux. Je dirais qu'ils sont pas encore assez exploités, je pense. Clairement pas assez. Ensuite, on a Sigvald, le Magnifique, qui était pendant une grande partie au début de l'âge des mythes. Nagash l'a trouvé et l'a enfermé dans un miroir comme punition. Il avait enfermé dans un miroir comme une punition. Et il était un peu condamné à refléter les autres sans jamais pouvoir se voir lui-même. Et ça, pour Sigvald, c'est la pire des tortures. Nagash, il est doué pour trouver les trucs qui font vraiment mal aux gens. Et son miroir s'est retrouvé à Shadespire, la cité miroir. Et il a du coup ensuite été banni en Ulgish, entre Ish et Ulgu. Mais son miroir a éventuellement été trouvé par des Caradrons qui a réussi à atteindre Shadespire. Et à partir de là, en fait, il a réussi ensuite à influencer les Caradrons qui avaient pris possession de son miroir. Il a réussi à se libérer. Et ensuite, il a commencé à rechercher son épée. Ça a été une des premières choses qu'il a commencé à faire. Il a pas l'air de faire partie des prétendants, ceux qui cherchent à prendre la place de Slaanesh. Il cherche pas vraiment Slaanesh, donc il fait pas non plus partie de ceux qui, des os qu'il recherche. C'est plus le troisième type d'os. Pour lui, il fait ce qu'il a toujours fait. Ce pourquoi Slaanesh l'a fait prince démon. Il reste un peu fidèle à lui-même. Donc il a cherché son épée pendant un certain temps.
beaucoup des prétendants, du coup, beaucoup de démons majeurs de Slaanesh qui faisaient partie des prétendants prétendaient justement qu'ils avaient son épée, parce qu'elle est renommée parmi les serviteurs de Slaanesh. Sigvald, c'était quand même pas n'importe qui pour les Slaaneshi. Mais il a fini par... il n'arrivait pas à trouver son épée. Et il est éventuellement allé au royaume, dans le royaume du chaos, au palais de Slaanesh, pour trouver un démon artisan pour qu'il se fasse une nouvelle épée. Il a façonné, du coup, qu'il a fait façonner avec des fragments de son ancienne prison, du coup des fragments du miroir qu'il avait enfermé, et des mèches de cheveux. Il a pris, ça fait penser un peu à Galadriel avec Gimli. Il a pris différentes mèches de cheveux pour qu'elles soient utilisées dans son épée. Donc ça, c'est sa nouvelle épée. Avant, il me semble que c'était Silver. En anglais, il me semble que c'était Silver Shard. Maintenant, je crois que sa nouvelle épée, c'est Shatterstar. J'ai oublié le nom précisément. Mais voilà, il est un peu parti dans sa petite quête personnelle. Donc c'est un peu un électron libre, Sigvald. Donc moi personnellement, je trouve qu'il est aussi pas trop assez exploité. Je pense que je vais le mettre là, quand même. Mais ce serait sympa de voir un peu plus. Sinisa... Alors attendez... J'espère qu'elle sortira en version OS Mobile LK parce que c'est vrai qu'elle mérite. Ouais, ce serait sympa. Ce serait sympa. On est aussi un petit face-à-face entre Valkia et Indrasta, quoi. Un petit affrontement entre la Valkyrie de Khorne et la Valkyrie de Sigmar, un peu. Ça ferait repenser un peu à l'affrontement entre Sanguinus et Angron, dans le style, je sais pas ce que je veux dire. Ce serait assez stylé, quoi. Clairement. Si nécessaire, aurait mérité un meilleur traitement. Là, ça ressemble à un coup pour rien. Oui, c'est vrai que c'est un... Parce qu'il y a eu... il y a eu beaucoup de trucs qui les attirent... Enfin... Il y a eu une grosse partie des Broken Realms a mené à leur naissance quand même, quoi. Entre la prophétie du coup de nouveau-né, l'ascension de Morathi, enfin c'est... Il y avait pas mal de choses, quoi. Et du coup depuis ils ont rien fait avec eux, quoi. C'est dommage. Vu qu'ils sont en partie les enfants de Morathi, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont les demi-frères de Balerion et les trisaïeuls de Tyrion et Teclis? Techniquement oui, mais ce serait une réunion de famille bizarre. Sigvan a les cornes maintenant? Bah oui, c'est un prince démon maintenant. Slaanesh, on a fait un prince démon. Il s'est fait tuer, il me semble, par Trog à la fin des temps. Mais même si il a échoué, Slaanesh voulait le garder. Donc il a été fait prince démon, même si il s'est fait défoncer. Sigvald, c'est le syndrome Skarbrand aussi. Il a pas fait grand chose sur AOS. Ouais, il y a un peu de ça. Il a quand même fait un petit peu plus de choses que Skarbrand, je dirais. Mais c'est pas grand chose non plus. Récit de Sigvald pour retrouver son épée. Retrouver son épée. Ouais, c'était un peu ça son objectif. Sigvald a bien torturé les Trogoths d'ailleurs. Ouais, je pense que c'est peut-être parce que il s'est fait massacrer par Trog et qu'il a pissé sur son cadavre. Mais ouais, je pense qu'il y a une petite rancune, quoi, qui a perduré. Nous avons ensuite Glutos Orskolion, un ancien marchand de Ish, qui est
un peu tombé en désuétude et qui s'est retrouvé un peu à mendier, à mourir de faim. Et un jour, en fait, il a trouvé un hôtel où il y avait du blé. Il a dévoré. Mais ce qu'il savait pas, en fait, c'est que c'était un culte secret, un démon de Slaanesh, un prince démon de Slaanesh. Et quand il a dévoré, en fait, il s'est fait corrompre. Et il est devenu comme il est maintenant, quoi. Et maintenant, c'est un peu un glouton, comment on dit quand on cherche des mets raffinés, un gourmet. Il cherche vraiment à bouffer tout ce qu'il peut, tous les mets les plus exotiques. Dans les croisades d'Eofor, d'ailleurs, très récemment, il a obtenu du sang d'Ushoran. Et d'ailleurs, il en a d'ailleurs bu. À un moment donné, on a l'impression qu'il n'est pas passé loin de se faire corrompre par la malédiction d'Ushoran, alors qu'il est déjà bien corrompu par Slaanesh quand même. Et il s'amuse aussi un peu avec le sang réel. Il le fait bouffer par des ogres qui sont avec lui, qui leur sert un peu de mercenaires. Et ça semble les rendre complètement fous. Il s'amuse un peu avec ça. Donc il semble assez intéressé par le sang d'Ushoran. C'est en tout cas ce qu'on a eu de plus récent avec lui. Après, c'est pas pour autant qu'on a eu grand chose quoi. Donc je pense que je vais me mettre là. Oh mon dieu, ce design. Le nom de la voile est taille éclat. Short slash en anglais. Ouais, okay. C'est un peu Grom en mode Slaaneshi, non? Ouais. Il y a un peu de ça, ouais. D'ailleurs, avec lui, il a des ogres qui tirent son char. Et en plus, il me semble que ça, c'est un halfling. Je crois que ça a été démenti. Je sais plus. Gamer Chef avait précisé que c'était pas un halfling, mais tout le monde pensait que c'était un halfling. Possible que ce soit un halfling, pas sûr. Mais ouais, c'est un peu le Grom Slaaneshi, clairement. Et c'est sympa en vrai d'explorer d'autres aspects des excès, quoi. Parce que la gourmandise, c'est aussi clairement un aspect de Slaanesh, quoi. Donc c'est sympa en vrai. C'est vrai que le design niveau Slaaneshi est sympa. Le Slaaneshi. Gluttinus, est-ce qu'il est considéré comme comment pour les ogres? Parce que c'est un peu un ogre de Slaanesh. Il me semble qu'à un moment donné, il y a une histoire où ils font des concours de bouffe. Et clairement, c'est le champion, quoi. C'est le champion. Donc il me semble qu'il impressionne les ogres de par sa voracité, quoi. Ensuite, on a Screech Vermin King. Alors, Screech, il a été très actif récemment durant les V4. Il a rendu possible la Malruine, littéralement. Il a organisé, il a réussi à faire en sorte que les Skaven se concentrent sur un but commun. Et c'est clairement lui, c'est pas que lui, mais c'est l'un de ceux qui a permis à la Malruine de réussir. Donc moi je le mettrais en légende, quoi, clairement. Il a pas mal influé certaines choses. On a aussi le petit nouveau Vizixcourt, le grand prophète du Racornu, qui lui est le nouveau chouchou du Racornu. Il n'est pas d'ailleurs sans énerver notre cher Screech, justement, parce que Screech il a fait tout le boulot. Lui, il est à peine né, c'est le nouveau chouchou. Donc ça ne lui plaît pas beaucoup. Vu qu'il vient seulement de sortir, ouais, Vizik, je le mettrais quand même en charisme. Hein. Parce que, clairement, la nouvelle grande rogne horde qu'il a créée, qui mélange un peu tous les clans,
sa nouvelle religion un peu qui semble inclure d'autres êtres que les Skaven qui viennent dans leur accord nu. Ouais, je pense que je le mettrai en charisme. Ouais. Même si il n'y a pas encore trop de choses sur lui. Mais pour moi, ça mérite le charisme. Il va manger dans mes rêves. C'est un homunculus. Des humains artificiels créés par des données de Slaanesh. Ah oui, j'avais entendu parler de ça. Ok. Bah si c'est ça, même ça c'est quand même intéressant en vrai. Un petit être comme ça, c'est mort. C'est dans le côté oriental qu'ils ont incorporé à la gamme de Slaanesh. C'est vrai que les nouvelles filles de Slaanesh à ce niveau-là, elles sont très stylées avec les tissus de soie un peu. Ça fait ça note bien avec le côté un peu luxure de Slaanesh, clairement. Ensuite, nous avons... Oula, mon cerveau là, j'ai du mal. Kritok Fullblade. Un nouveau grand seigneur, du coup, un nouveau seigneur Grypharque, qui est assez intéressant. Du coup, il y a un autre démon du Racornu, un autre Verminarque, qui a essayé de l'embringuer pour trahir Vizixcourt. Sauf que, du coup, Kritok l'a vendu à Vizik. Et comme châtiment, le Verminarque a été enfermé dans une épée que Vizik a confiée à Kritok. Donc l'épée en fait qu'il a avec lui, il y a un Verminarque dedans. Et cette épée, il semble un peu à rallonger la vie de Kritok. Donc il est un peu chauve parce qu'en fait il est assez vieux déjà, Kritok. Il a peut-être plusieurs siècles en fait. Outre particularité assez intéressante de Kritok, c'est un des rares généraux Skaven à être un peu en mode et si j'économisais mes troupes. Donc il essaie de réduire ses pertes au maximum pour pouvoir les perdre plus tard de manière plus efficace. C'est peut-être plus ça, quoi, comme ça qu'il faut le voir. Donc en vrai, j'aime beaucoup ce personnage. Pareil comme Kritok, il est assez récent et pourtant je le mettrais déjà je vais peut-être les mettre là quand même. Je le mettrais déjà aussi en charisme. Dans le Kritok le boss. Voyage de culture arabe-indien, en effet ça fait très stylé. C'est vrai que c'est un peu ouais, bref. Ça trahit même les Verminarques. Quelle bande de racailles, mes petits chéris. Ah oui, c'est Skaven, hein. Il leur donne un bon stuff et il nourrit bien en plus, je crois. Effectivement aussi, il ne lésine pas sur la qualité de leur équipement. Ce qui est très rare pour le souligner aussi. Et aussi le fait en fait qu'il y a la réputation un peu, comment dire, il y a cette aura autour de lui que si tu le sers, t'as plus de chances de survivre. Du coup, plus de Skaven veulent combattre avec lui, quoi. Et aussi, vu que certains se sentent un peu redevables envers lui, redevables. Ils sont plus fidèles, ils lui sont plus fidèles justement parce qu'ils survivent plus, ils sont plus nourris comme tu dis, etc. Ce qui fait que la plupart des Skaven autour de lui sont très loyaux envers lui. Il est aussi assez rare pour le souligner pour des Skaven, quoi. Il inspire la loyauté. En fait, c'est ça. Il inspire la loyauté chez les Skaven. Cette phrase ne devrait pas exister, mais il y arrive. C'est ça. C'est surprenant.
Donc ouais, je pense qu'il est bien. Il est bien là. Ensuite, alors nous avons Tankol. Tankol, donc j'ai une question qui demandait comment est-ce que Tankol est là. C'est curieux. En fait, il est là pour à peu près pour la même raison que Gotrek est là. Grosso modo, il a été, il est passé par les royaumes du chaos. Pareil, le royaume du chaos marche un peu différemment, et il a fini par arriver dans les royaumes mortels. Aussi, il a reçu la bénédiction du Racornu, et un peu à la même manière que d'autres serviteurs du chaos qui reçoivent des bénédictions et ont une vie allongée, Tankol a eu la même chose en fait. Tankol a été assez actif durant la guerre des âmes. Depuis, on n'entend plus trop parler de lui, pour le coup. Donc, je pense que je vais le mettre là. Tankol en TU, non? Attends, en TU. Mais ici, je pense qu'il est pas là. Tankol top tier. Alors, je dis pas que c'est un mauvais personnage, mais c'est juste dans AOS, il a pas fait grand chose, quoi. Il est là. Mais il mériterait d'être un peu plus utilisé, quoi. Après, j'ai l'impression qu'il y a un shift dans la narration d'AOS où, vu qu'il y a Old War, maintenant tous les personnages de Battle, ils sont switch sur dans AOS. Ça n'a pas été Cal Tankol dans le dernier Battle Tome. Mais du coup, dans la narration, il y a un shift où les personnages spécifiques à AOS ont l'air d'être priorisés dans la narration. Donc à voir si Game Workshop veut toujours en faire quelque chose. Parce que Tankol, alors sans trop spoil, Tankol apparaît dans les livres justement de Gotrek aussi, donc peut-être qu'il apparaîtra encore dans d'autres aventures de Gotrek, parce que c'est un peu les Némésis, les Némésis éternels, quoi. Il y a aussi le fait que Tankol a peut-être fait une grosse connerie, suffisamment pour énerver tellement le Racornu qu'il a banni les prophètes gris du Conseil des 13. Pas sûr que c'est lui, apparemment ce serait un prophète gris qui aurait fait une grosse boulette. Mais beaucoup pensent du coup que c'est... Enfin, il y a certaines choses qui font penser que c'est Tankol. Donc voilà, il a fait un truc qui a déplu au Racornu apparemment. Même à la Manwin, il ne fait rien. Alors il fait sûrement des choses, mais il n'a pas été mentionné, quoi. En même temps, c'est normal. Alors, en fait, on peut pas parler de tous les personnages en même temps à chaque événement narratif. Ce serait le boxon, quoi. Mais bon, on n'a pas tellement plus d'infos dans le Battle Tome Skaven, donc à voir. Je pense qu'il réapparaîtra dans différentes histoires de Gotrek, quoi. Que c'est Gotrek qui est toujours là, donc c'est pas fini, quoi. Il cherche encore à rentrer au conseil, donc pas le temps pour la guerre. Comment ça? Tankol, c'est le Skaven par excellence. Ça, je suis bien d'accord. Là où Kritok est un peu l'anti-Skaven. C'est un peu l'autre face de la pièce, quoi. Ensuite, nous avons le Changelin. Le Changelin qui... c'est le Changelin, somme toute. Hein, c'est un démon... le démon de Tench. Très récemment, dans les croisades Éophore, pareil, il est intervenu pour saboter les croisades de l'intérieur, la croisade d'Amol Aksha de l'intérieur. Elle a fait en sorte qu'il y ait des déserteurs, etc. Il a aussi fait en sorte d'empêcher que Amol Aksha soit prévenu
de la position un peu de vulnérabilité de Garde-Braise. Et il a un peu empêché qu'ils aient des renforts, quoi. Parce que aussi, le but des serviteurs de Tsinj durant les croisades Éophores pour Amor-Laksha, c'était d'empêcher que les Éophores découvrent ce que les Skaven préparaient à l'est de la chaîne adamantine. Parce que Tsinj a fait en sorte aussi que il a notamment aidé les Skaven à développer les rituels un peu pour l'arrivée de la rogne. Il a aussi empêché qu'il soit découvert le plus possible. Donc il a pas mal manipulé les choses pour donner un coup de pouce aux Skaven aussi. Après, on le voit pas souvent, quoi. Je vais mettre pas encore assez exploité parce que comme il était là durant les derniers événements, mais les démons sont pas souvent là, quoi. Ensuite, on a Horticulus Limux. Donc, il a été du coup actif durant l'âge du chaos où il a tué Kurnos. Après, depuis, je crois pas qu'il a fait grand chose. Donc, dans les souvenirs, il a un peu été là du coup dans les guerres des portes, dans la guerre de la vie entre Alarielle et Nurgle. Mais depuis les guerres des portes, je sais pas s'il a fait grand chose. Donc ça va être un Théo. Hein. Ça va être un Théo. Et ensuite, nous arrivons au dernier. Rotigus, le seigneur des pluies, qui lui était actif du coup dans les croisades Éophores. Il a participé à propager la tremblose, la fameuse épidémie de Nurgle, qui a grandement affecté les différents avant-postes des cités de Sigmar, notamment autour d'Amorol. Énormément d'avant-postes sont tombés à cause d'eux. Il aura fallu que Alarielle intervienne pour contrebalancer la tempête de Rotigus et empêcher que la tremblose ne se propage trop. Aussi coup du hasard, les serviteurs de Ushoran avec la propagation du sang réel ont soigné les gens qui avaient la thrombose mais les ont transformés en manchères. Donc ça a été un peu limité, mais quand même au début des croisades Éophores, ça avait quand même son impact. Donc ouais, quand même, je vais le mettre au charisme, Rotigus. Le coup gag de Hushi. Quelque part, il a bien fait son boulot, le changement, on le voit pas beaucoup. Ah oui. Ah oui, alors, à ce niveau-là, c'est une légende. Hein. Si on part de ce niveau-là. Mais voilà. Assez développé, Rotigus. Ouais, c'est vrai que après c'est compliqué de développer les démons. Pour moi, en fait, si on voulait développer les démons, on devrait carrément faire des histoires dans les royaumes du chaos, quoi. Mais bon, à voir. Après, est-ce qu'on peut vraiment faire des développements de personnages avec les démons? C'est ça que je me demande. On pourrait en apprendre plus sur eux, les développer, mais est-ce qu'il pourrait avoir ensuite sur le long terme une progression narrative? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est des démons au final, c'est des incarnations d'aspects des dieux sombres, quoi. C'est des fragments d'aspects des dieux sombres. Donc est-ce qu'ils peuvent changer? Pas vraiment. Donc c'est un peu des personnages qui sont figés, quoi. Donc je comprends peut-être pourquoi ils sont pas tellement mis en avant dans les histoires non plus, quoi. Je trouve. Mais voilà, on arrivait au bout de la tier list finalement. On y est arrivé. Est-ce que vous avez d'autres héros là que vous trouveriez sympa?
T'as pas oublié Kéros? Ah oui, Kéros. Honnêtement, Kéros, je peux le dire tout de suite, ça va être un Théo. Hein. Il est pas non plus, il est pas spécialement actif non plus, ouais. Ouais, donc ça va être un Kéros, ce serait un Théo. Très clairement. Les persos comme Scarvand ou Kéros, typiquement, les possibilités d'évolution, ouais, c'est ça quoi. C'est ça. Shalaxi Hellblade. Je la mettrais pas encore assez exploitée. Elle est un peu mentionnée. Bah, pareil, son boulot c'est de traquer ceux qui pourraient déplaire à Slaanesh. Donc je la mettrais encore pas encore assez exploitée. Grand Brindal. Grand Brindal. Ah tiens, allez, je vais mettre Grand Brindal. Alors. Il est où son artwork? Il est où le Grand Brindal? Yoann Grenier. Yoann Grenier, il a fait tellement d'artwork magnifiques, bordel, sur l'âge de Sigmar. D'ailleurs, apparemment, il y a Wargame Spirit. Wargame Spirit. Patch Wargame Studio. Il va faire une interview de Yoann Grenier. Et franchement, moi, j'ai assez hâte parce que il a fait tellement d'artwork. Notamment sur Soulbound. Énormément d'artwork du coup du jeu de rôle de l'Age of Sigmar. Donc je serais curieux d'en apprendre plus sur lui. Donc Grand Brindal, en vrai, il a commencé un peu... on voit du coup dans son régiment de renom, il cherche un peu à rassembler les différentes armées naines d'Orden, que ce soit des passeurs, des caradrons, des possédés. Je le mettrais clairement dans... Bah, je le mettrais dans le charisme. Parce que par rapport à ses actions dans AOS, c'est pas folichon non plus. C'est clairement une légende. Sur c'est le nain blanc. Mais là, c'est pas le but nécessairement de la tier list. Donc je pense qu'il serait bien en charisme. D'ailleurs, dans un de mes livres préférés d'AOS, dans mon livre préféré d'AOS, c'est La Lance des Ombres. Sans trop spoiler ce qu'il y fait, il est présent dans La Lance des Ombres aussi. Ce que j'avais beaucoup aimé. On le voit d'ailleurs un peu discuter avec Grugny. C'est intéressant. Est-ce qu'on ne parlera pas de Zogrok? Zogrok, c'est lequel? Si je sais même pas qui c'est, je pourrais même pas juger dans la tier list honnêtement. Zogrok. Ah, Zogrok, le forgeron. Honnêtement, il n'y a pas grand chose sur lui. Il apparaît vite fait. Ok, c'est un forgeron. Il s'associe avec la bande du roi Brod pour siéger le fort Gardus. Donc oui, il est vite fait. Il est là vite fait à un moment donné. Donc je le mettrais ici quoi, dans ce tir là. Après à voir. À voir. Parce que... Ouais, il n'y a pas grand chose sur lui, je trouve. Zénestra, on a parlé de... Je la vois pas en direct. Elle est là, Zénestra, attendez. Elle est là. J'ai mis ici. Tarix et Xira sont amusants, mais ils ont disparu aussi. Ah.
Mais voilà, je pense qu'on arrive à la forme finale de cette tier list. Hein. Dans le BT, il est pas mal développé. Ok. Ah, je vais être honnête, franchement, ils sont un peu monodimensionnels, hein, certains héros de la destruction. Désolé, mais ils me vendent pas du rêve. Mais ouais. Bon, je pense qu'on va arriver sur la fin de cette tier list. Qui était sympathique, un peu long. Je pense que j'ai mis trop de héros en vrai. Parce que là, on nous a pris 5 heures, presque 6 heures, quoi. C'était un peu assez dur. Mais on a réussi. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Merci à tous d'être passés, d'avoir discuté. C'est très sympathique. N'hésitez pas du coup à poser vos questions pour autour de la prochaine tier list qui sera sur les royaumes, qui sera mercredi prochain. Donc les questions sont posez-les bien sûr dans la description de la vidéo de cette tier list qu'on a fait maintenant, dans la rediff sur YouTube. Et je prendrai ces questions, j'y répondrai au prochain. D'ailleurs, je vérifie que j'ai répondu d'ailleurs à toutes les questions qui ont été posées. Galen d'Overia, j'ai répondu. Karl Franz, j'ai répondu à la question. Vandus. Pourquoi Vandus est-en Corgo School? C'est parce que, notamment parce qu'il a massacré sa tribu, mais aussi la tribu du coup des Cool. Qui était une tribu aridienne, et la tribu des Direbrand qui était une tribu capillarienne. Du coup, ils étaient leur tribu était voisine et ont longtemps été des rivaux. Et quand Sigmar est arrivé, les différentes tribus cherchaient un peu ses faveurs. Et le choix de Sigmar s'est porté aux Direbrand parce qu'ils avaient des marteaux, et lui il aime bien les marteaux. Et du coup, depuis, en fait, les Aridiens et les Capillariens ont toujours été jaloux des Capillariens. Et il y a eu, du coup, cette rivalité qui a perduré. Après, est-ce qu'il est responsable, du coup, de ce conflit qui a perduré bien au-delà de l'histoire de ces tribus entre Vandus, Sécule et Corguscul à voir, mais bon. La question sur l'hydrassage, j'ai répondu. Une réponse une question importante que j'aurais loupée. Pourquoi Kranos n'a pas été tué au lieu d'être scellé? Durant la Gémide, c'est parce qu'il n'arrivait pas à le tuer. Il était intuable. À chaque fois que, peu importe les blessures qu'il subissait, il se régénérait. Après, c'est peut-être aussi parce que Krok a un dessin, un plan pour Kranos dans le futur, qui sait. Ça, par contre, je sais pas trop. Est-ce que Gotrek est recherché par les pyrotueurs? Pas vraiment. Il a rencontré les pyrotueurs et ils lui ont confié la rune majeure. Donc il sait que les pyrotueurs savent que Gotrek existe, mais ils le cherchent pas forcément. Comment Gotrek arrive dans la royaume, ça je l'ai dit. Comment Malenet et lui se sont rencontrés, ça je l'ai dit, c'est Lord d'Azir qui a envoyé. Où est l'âme de Phénix? On sait pas. Comme j'ai dit, ça pourrait être un éternel, ça pourrait être un mort-vivant. Est-ce que Hamilcar est devenu connu des Uruk suite à son exploit d'avoir réduit une loi Ganéan? Je sais pas, mais je suppose que oui. Ça je sais pas. Donc, ouais.
Ça, j'ai expliqué pour l'Okava et les Askugan Renkai. J'ai répondu. Je regarde un peu toutes les questions. Arcane et Neferata sont-ils toujours amants? Ils ont toujours une relation proche. Dans le livre de la Guerre des âmes, non, ouais, la Guerre des âmes, on les voit interagir. Ils ont une relation un peu complice. Je ne dirais pas qu'ils sont amants, par contre. Ils sont pas aussi proches qu'ils ont pu l'être durant Battle vers la fin des temps. Peut-être parce que s'ils n'ont pas forcément tous les souvenirs de l'ancien monde. Peut-être que c'est quelque chose que Nagash a retiré à Arcane pour faire en sorte qu'il soit plus fidèle à lui et qu'il ne risque pas de basculer du côté de Neferata. Je suppose. Ophéon Catacros, c'est un psychopathe ou un sociopathe? Bah, du coup, c'est un sociopathe. Les psychopathes, ils sont un peu impulsifs et violents. Les sociopathes, ils sont froids et calculateurs, ou je dirais que Catacros est sociopathe. Devient la capacité de Ghostwrack plus de Mork pour parler. Ça, du coup, soit c'est une bénédiction de Mork, soit c'est le fait qu'il a la main d'un duc du changement. Comment tant qu'elle est encore en vie, ça j'avais dit. Pour Corgo School, qu'a-t-il fait lors du Festin Rouge? Alors, le Festin Rouge, c'est un événement, un peu un tournoi qui s'est organisé entre les différentes tribus barbares d'Akshi. Et il y a eu un grand combat entre 888 champions que Corgo School a massacré, et ça a un peu créé un genre de rituel qui a permis d'ouvrir un portail qui s'appelle l'œil et qui a ouvert la porte à Khorne vers le royaume du feu. Mais voilà pour les questions auxquelles j'ai les réponses ou j'ai déjà répondu. Alors. C'était cool tout ça. Ouais, c'était cool, c'était cool. Content que le live faisait plus en tout cas. Suite à ça, il a entendu des voix comme quoi le grand patron aurait besoin de lui pour un boulot. Donc il y a des chances qu'il fabrique un gros truc pour Gork ou Mork. Ou peut-être qu'il rejoindrait Gork ou Mork. Oh bah écoute, hein, si c'est un truc de genre, j'essaierai un peu de couvrir ça dans ce cas. Merci et bravo. C'était un peu long. J'avoue que mon cerveau est un peu fatigué. Mais voilà. Donc mercredi prochain, live sur les royaumes, tier list des royaumes. Ça va être sympathique. Ce sera un peu plus court, je pense, que ce live là. Mais ce sera aussi intéressant. Et comme j'ai dit, par la suite, après le live sur les royaumes, je ferai un live sur les régions, des lives sur chaque royaume, avec des tier lists sur les régions, où justement je pourrais aborder les différentes histoires des régions, quels sont un peu les différents acteurs qui vivent dans quelle région des royaumes. Ça permettra peut-être d'avoir une vision un peu plus claire, quoi, à ce niveau-là. Et voilà. Donc si vous voulez poser vos questions à l'avance sur les différents royaumes, comme je l'ai dit, je répète, dans la description. Aussi, si jamais ça vous dit de soutenir la chaîne côté Twitch, ce serait très apprécié si vous voulez passer sur Twitch. Très sympa aussi. Mais voilà. Bon. Bah merci encore une fois à tous d'être passés, d'avoir discuté, c'était très sympa. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye, bonne soirée, bonne nuit.